Bon, ben, dans ce qui va suivre, ça va être assez long. Il y aura une première partie où je vais faire juste une sorte de mise en perspective historique, de la façon dont je me suis intéressé au sujet ITER. Puis après, ben, il y aura quelque chose de technique qui sera un plus gros morceau. Et on y fera référence. Donc, disons que comment est-ce que j'ai été amené à m'intéresser de manière plus serrée au nucléaire, bah, comme beaucoup de gens avec Fukushima. C'est vrai que Fukushima, ça a été la piqûre de rappel. Bon, j'avais mis quelques textes sur les surgénérateurs neutrons rapides, sur ITER, mais sans doute, j'avais pas réalisé la dangerosité de ce genre de choses. Hein. Personne ne l'avait réalisé, de toute façon. Quand cette chose-là s'est produite, on avait un petit peu oublié Tchernobyl. Tchernobyl, ma foi, c'est parce que c'était les Russes, tout le monde sait les Russes, ils font n'importe quoi. Tandis que le Japon, c'était quand même de la technicité, de la robotique, du high-tech. Tout d'un coup, on s'aperçoit que le nucléaire high-tech, c'est la catastrophe avec un tsunami, un tremblement de terre. Donc, je me suis intéressé à ça. J'ai fait un certain nombre d'articles sur Fukushima dans mon site. Et puis après, bon, ben, j'habite à 20 km du site d'ITER. Hein, et c'est là que des gens m'ont dit, au mois de juin, il y a une enquête publique qui va avoir lieu, ça va durer un mois et demi, etc. Donc en plein été, comme ça. Hein. Et ma foi, je suis entré dans cette histoire-là, et mes vacances d'été sont complètement passées à l'as. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, avec ma femme, on a pris 4 jours de vacances, c'est les premiers depuis le mois de mars. Hein. Je n'ai pas décollé de cette histoire-là pendant des mois. Pourquoi? Parce que j'ai estimé que c'était un devoir. Il fallait absolument, j'avais des compétences, j'étais capable de comprendre et d'expliquer, il fallait que je le fasse. Franchement, je n'ai pas pris ça comme une partie de plaisir. Hein. Donc, c'était enquête publique. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête publique? Je rappelle ça très brièvement. Il y a un projet quelconque qui est fait par une municipalité. À ce moment-là, le préfet du département, en l'occurrence le préfet des Bouches-du-Rhône, nomme une commission d'enquête, à l'occurrence de 7 personnes, qui ne sont pas des spécialistes du tout de la question, qui sont des sages, quoi, disons. André Grégoire, président de la commission, est un ancien de la Cour des comptes, c'était retraité, quoi. Bon. Et à ce moment-là, ces gens-là mettent à disposition des gens concernés, c'est-à-dire des municipalités les plus proches. Et pour ITER, c'était dans un rayon de 15 km. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais alors les Aixois, clairement ils ont réagi. Les Aixois, ils sont en dehors, ils sont beaucoup plus loin. Et Pertuis, c'est 20 km. Donc même Pertuis, où j'habite, n'était pas concerné. 15 km, mais c'est 4 ou 5 villages, quoi. C'est rien du tout. Donc dans ces villages, en plein mois de juin-juillet, en plein été, on mettait un dossier technique à disposition des gens, avec un petit cahier d'écolier où les gens pouvaient mettre leurs petites remarques. Hein. Alors moi je me suis pointé là-bas, j'ai été reçu, mais imaginez le nombre de gens qui sont venus, c'est rien quoi. Si je n'étais pas venu mettre mon nez là-dedans, ce serait passé comme une lettre à la poste, il n'y aurait rien eu, ce serait passé complètement inaperçu quoi. Bon, alors à ce moment-là, monsieur André Grégoire, le président de la commission, met devant moi sur une énorme table les dossiers, épais comme ça, 7000 pages de dossiers. Autrement dit, ces 7000 pages de dossiers techniques sont mis à disposition de qui veut pendant 6 semaines. Puis alors, sur cette base-là, vous avez un cahier où vous pouvez noter vos remarques, et après, les commissaires ont un mois pour rendre leur rapport. Alors leur rapport, il y a différentes options. Il y a avis défavorable, avis favorable comme ça, avis favorable avec réserve, et avis favorable avec recommandation. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils ont ces 4 options, c'est tout. Bon. Et, ma foi, qu'est-ce que vous faites face à 7000 pages de genre-là? Évidemment, il y a beaucoup de trucs qui sont en rapport avec la voirie, l'évacuation des eaux, etc. Ça, c'est pas très intéressant. Moi, je me suis intéressé à la présentation de l'aspect scientifique et technique d'ITER. Là, j'ai trouvé un truc squelettique. Il n'y avait pas plus que ce qu'on trouve, même pas dans Sciences et Vie, quoi. Je veux dire, il y avait un petit schéma de rien du tout, comme si ça n'intéressait personne. C'est-à-dire que ce projet-là, il y a un dossier technique qui est balancé, hein, et vous n'avez pas à poser de questions, c'est comme ça, nous savons ce que nous devons faire. Donc j'ai trouvé ce dossier complètement inexistant. Il y avait le deuxième partie à laquelle je me suis intéressé, c'est l'aspect sécurité, c'est-à-dire l'autorité de sûreté nucléaire. Bon, après, le reste c'est autre chose. Mais rien que là-dessus, j'ai posé des questions sur le petit cahier, et évidemment, les questions que je pose sont des questions scientifiques. Par exemple, est-ce que on pourra fabriquer du tritium
avec des cellules au lithium à circulation d'eau qui présentent un danger, etc. Donc, problème scientifique et technique, les commissaires complètement largués. Donc à ce moment-là, ils ont répercuté. Et ce qui fait que pendant toutes ces semaines, pendant 1 mois et demi, 2 mois, je me suis trouvé face à un mur. C'est-à-dire que ce n'est pas les commissaires qui faisaient le mur, c'est que moi j'étais là avec 7 types qui n'avaient pas de compétences scientifiques et techniques, je posais des questions et je disais mais est-ce que je peux rencontrer un responsable local? Il n'y avait pas de responsable. Et à la fin, il y a eu cette phrase que je tiens absolument à dire. Grégoire Cabrafti m'a dit au téléphone, il semble que ces gens-là préfèrent conserver l'anonymat. L'anonymat. Alors vous verrez dans ce qui suivra que s'agissant d'essayer d'avoir un débat, tout le monde se carapate. Vous verrez qu'il y a des critiques qui sont mises par le CEA dans son site. Il n'y a pas d'auteur, tout c'est anonyme. Alors, autrement dit, le nucléaire français, c'est aux anonymes réunis. C'est formidable, quoi. Donc, vous voyez, historiquement, la partie commission d'enquête, c'est extraordinaire. Impossible d'avoir un responsable. Et donc j'ai des braves gars qui sont anciens profs de fac, anciens commandants en seconde sous-marin, enfin bon, des types qui sont niveau sciences et vie, quoi, c'est tout. Bon, Alors, même à la fin, Grégoire m'a dit, de guerre à l'as, j'ai dit, mais est-ce que la solution, ce ne serait pas d'organiser un débat entre Jean-Pierre Petit et des responsables scientifiques d'ITER dans l'amphi de Cadarache? Il y a un grand amphi, 500 places, où on peut vraiment mettre du monde. Donc, on le met là-bas avec les responsables et avec les élus locaux. Et puis que le meilleur gagne comme ça, bon, bah, on verra si ce qu'il dit, ça passe ou ça passe pas. Savez-vous qui sont les gens qui se sont opposés au débat? Les élus locaux. Pas les gens du Sénat, enfin les gens du Sénat d'abord, mais les élus locaux. Ils veulent leur ITER. Ils veulent les emplois, ils veulent la richesse, etc. etc. C'est extraordinaire, quoi. Bon, ils ne savent même pas de quoi ils retournent. Alors, donc, historiquement, il y a ça. Ensuite, je suis entré en contact avec des types qui étaient calés sur le domaine, qui m'ont orienté vers la thèse d'un type qui s'appelait Cédric Reux. Je lis cette thèse. D'ailleurs, j'ai écrit à ce gars-là, j'ai lu votre thèse, je l'ai dévoré. Très bien écrit, très bien présenté, très clair. Bon, je découvre qu'il y a des problèmes de stabilité, de disruption. Moi, je recommande la lecture de cette thèse, même aux non-spécialistes, parce que ça explique très bien les choses, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai été aussi en contact avec Michel Rivasi, qui était venu faire une conférence dans la région. Et Michel Rivasi m'a dit, est-ce que vous ne pourriez pas me faire un truc pour la Commission, pour le Parlement européen? Ok. Alors, le Parlement européen, c'est vrai que les politiques, ils aimeraient bien qu'on fasse un truc très compact. On ne peut pas faire 2 pages. Bon, j'en ai fait 13 avec des illustrations. Mais enfin, ça résumait assez bien la question. Donc, j'ai filé ce document. Et puis, immédiatement après, on m'a orienté vers une deuxième thèse, qui est celle d'Andrew Thurston. Alors, c'était novembre 2010. Thornton, c'était janvier 2011, donc ça veut, qui disait exactement la même chose. Et alors, à ce moment-là, les choses ont commencé à se télescoper de façon, pour reprendre le mot de Rivasi, cocasse. C'est vraiment cocasse. Si c'était pas si coûteux et tragique, ce serait drôle, quoi, parce qu'on est vraiment dans du Pierre Dac là-dedans. Et c'est sûr que quand j'ai fait un document de 13 pages, c'était assez concis. Et à ce moment-là, Michel Rivasi reçoit une lettre de M. Reux qui dit « C'est scandaleux, M. Petit s'est servi de fragments de ma thèse qu'il a détourné à des fins partisanes et je suis en train de réfléchir à la façon de défendre mon honneur et ma respectabilité. » Un type de 30 ans, ça ne dit pas un truc pareil, quoi. Je veux dire qu'il y avait toutes des choses de manœuvre derrière. Moi, quand j'ai vu ça, je dis « Ok ». Le dossier de 13 pages, il s'est transformé en un dossier de 113 pages. Alors, il n'y a qu'à mettre l'adresse sur le site, un dossier de 113 pages. Et là-dedans, je cite 880 lignes de la thèse de Reux. Alors, c'est pas la thèse entière, mais je crois que ça doit être un bon tiers, quoi, c'est tout. Donc, à ce moment-là, quand il y a 880 lignes d'un texte, on ne peut pas dire qu'on cite des extraits sélectionnés à dessein, quoi. Donc, en citant ces trucs-là, dans ce texte, d'ailleurs, vous verrez, tout le temps, je dis, et maintenant, redonnons la parole à M. Reux. Donc, l'idée que Reux puisse me rencontrer en me disant c'est scandaleux, vous avez pris des fragments de ma thèse, c'était le ridicule assuré, complet. Bon. Alors ensuite, Reux cherche à rencontrer Rivasi, et elle lui dit ok, à ce moment-là, il lui file une adresse. Ça nous ramène à la vidéo qui a été diffusée sur Enquête et Débat, c'est extraordinaire. Bon. Et donc voici l'adresse. Et
Rivasi dit bon, bah, très bien, je viens vous rencontrer, mais elle dit avec M. Petit. Et très réticent à l'idée que dans cette rencontre je sois présent. Puis après, les semaines passent, cette rencontre a l'air de se mettre en place, et c'est là que Michel Rivasi s'aperçoit que la rencontre se situe en fait au CEA. Alors là, elle dit quand même, il y a quelque chose d'un peu partisan là-dedans. Je préfère un endroit plus neutre. Donc, elle propose à ce moment-là une rencontre à l'Assemblée nationale, qui est quand même le terrain neutre par excellence. C'est un espace citoyen, puis en plus, c'est pas en plein milieu de l'amphithéâtre de l'Assemblée nationale, c'est dans un bureau, quoi, simplement mis à disposition. Non, mais c'est pas au CEA. Et à ce moment-là, ma foi, le 16 novembre, une rencontre était proposée, programmée avec Rivasi, Jean Robin qui avait demandé à filmer la rencontre, et Mme Rivasi avait dit ok, c'est quand même elle qui invite, donc c'est elle qui décide, quoi. Et puis il devait y avoir puis il devait y avoir Bernard Bigot, qui est administrateur général du CEA, et puis Alain Bécoulet, qui était présenté comme un spécialiste d'ITER. Alors, simplement pour la petite histoire, parce que je parlerai aussi de Philippe Gendry un peu plus loin. Philippe Gendry, d'ailleurs, je rajoute une phrase, il avait envoyé sur son premier mail « Inutile de revenir sur l'amateurisme de votre analyse, c'est vous qu'elle insulte ». Vraiment, ça y va. Hein. Bon. Et quant à Bécoulet, il a appelé Robin en lui disant que j'avais un niveau scientifique de Thermilanès. Quoi. Vous voyez, là, il y a quelque chose de disproportionné. Il faut vraiment que j'en foute une trouille pas possible pour qu'ils emploient des expressions de ce genre. C'est grotesque. Hein. Et je dirais qu'avant qu'on commence l'enregistrement avec Robin, Rivasi m'a dit mais il faut vraiment que tu leur foutes la trouille pour qu'ils viennent pas. Quoi. Et c'est ça le truc. Hein. Donc Bigot, Bécoulet et Rivasi, personne, on s'est retrouvés avec un non-débat. Il n'y avait pas d'interlocuteur. Bon. Alors, vous voyez qu'il y a une chose quand même étonnante là-dedans, c'est que le nucléaire français, ça se joue à bureau fermé. Quoi. Disons que quand on est dans une commission d'enquête et qu'on veut savoir quels sont les responsables militaires, il y a un mur. Hein. Quand on veut émettre des critiques, ah oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans ce qui a suivi, Gendry, par exemple, dit que je pratique, j'ai des propos diffamatoires. Or, qu'est-ce que c'est qu'un propos diffamatoire? Ça consiste à dire je suis pas d'accord avec Hitler. Ça, c'est diffamatoire. Vous dites une chose pareille, vous écartez de la question. Quoi. Vraiment, vous pouvez rappeler qui est Gendry? Gendry, c'est un directeur scientifique d'un endroit qui constitue le bastion de la fusion française, qui est l'IRFM, l'Institut de recherche de fusion magnétique. Bon, alors, dans cette histoire-là, il y a pas mal de choses qui se sont greffées. Dans cette commission d'enquête publique, j'ai découvert un document que je trouve succulent, 92 pages. Donc, vous allez avoir l'adresse qui va se mettre là-dessus. C'est le rapport du débat public qui a eu lieu en 2006. Et c'est vrai que pendant que j'étais avec les commissaires dans la mairie de Saint-Paul-et-Durance, ils m'ont dit mais le débat public a déjà eu lieu. Je dis, j'ai vu, comment ça? Oui, oui, en 2006. Donc le débat dans lequel on a proposé ITER aux Français. Et là, je me suis rappelé, effectivement, qu'en 2006, à un moment, on m'avait dit à Pertuis, il y a une réunion publique sur ITER. Alors je suis allé à cette réunion publique sur ITER, et là, je suis tombé face à 7 bons hommes et bonnes femmes, menés par un type qui s'appelle Legrand, qui est architecte. Et si vous lisez ce document de 92 pages, parce que vous verrez par exemple qu'on a choisi systématiquement des gens qui n'y connaissaient rien pour rester neutres. Il fallait rester neutre. Bon. Donc, en plus, le but c'était réussir itinéraire. Hein. C'est vraiment aller, ITER en Provence. Le mot ITER en Provence, quoi. Et après cette présentation inexistante, quoi, y a-t-il des questions? Moi, je dis oui. Est-ce que les promoteurs du projet pourront gérer les pertes radiatives liées à l'arrachement des ions lourds à la paroi, quoi. Et à ce moment-là, cette mâchoire se décroche, et à ce moment-là, il se tourne vers un type dont j'ai su après que c'était Michel Chatelier, qui était directeur de l'IRFM, de l'Institut de recherche de fusion magnétique, quoi. Est-ce que M. Chatelier peut répondre à cette question? Et M. Chatelier répond, c'est une bonne question. Et c'est tout, ça s'est arrêté là. Donc moi, je dis, ça y est, ça recommence comme du temps de Torsupra, parce qu'à Torsupra, on a eu la même chanson, hein, les violons et tout ça. Bon, alors, j'ai un peu oublié cette réunion, et lorsque j'ai lu ce rapport, j'ai pas la page en tête, mais Robin l'inscrira en bas et la retrouvera, bon, page je ne sais tant,
on voit à un moment un retraité. Alors, on me baptise retraité du CEA, ou le mettre retraité du CNRH, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas nommé, pose la question suivante. Et il y a ma question. Et à ce moment-là, on voit écrit la réponse que Châtelier est censé m'avoir fournie. Alors cette réponse est fantastique. Monsieur Châtelier répond que comme le plasma d'ITER est un plasma intense, il n'y a pas de problème, parce que plus le plasma est intense, moins il y a de problème. Je me suis dit, bon sang, j'ai fait 35 ans de physique des plasmas, je ne sais pas ce que c'est qu'un plasma intense. Je suis vraiment un con, quoi. Alors, j'ai continué à lire ce rapport, et puis un peu plus loin, j'ai trouvé que Gabriel Marbach, qui était à l'époque sous-directeur de cet IRFM, qui est l'actuel directeur, disait que les composants d'ITER avaient été testés et validés sur le jet. Hein. Alors c'est formidable, parce que le jet, c'est un appareil qui a des expériences qui durent une seconde. Alors moi, je ne sais pas comment on fait pour qualifier un matériau qui puisse résister à des neutrons de fusion avec des expériences qui durent une seconde. Donc, il y avait une certaine absurdité là-dedans, et Rivasi m'a dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas trouver quelqu'un de connu qui puisse confirmer? Je dis non, je ne connais pas, mais par contre, je peux faire une chose, je vais écrire à Bernard Bigot, administrateur général du CEA. Donc j'ai écrit une bafouille à Bernard Bigot, même deux. Dans mon site, il y a la copie de ces lettres, on les trouve. Hein. Donc j'ai écrit à Bernard Bigot, et je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis un peu déconcerté parce que je ne comprends pas ce que c'est qu'un plasma intense. Je comprends pas quoi. Et il m'a répondu, et j'ai décidé hier de mettre la réponse en ligne. Vous la verrez, comme ça vous verrez comment il répond. Alors par exemple, pour l'histoire du plasma intense, je vous laisse le juge de la réponse, parce que pour les spécialistes de la physique des plasmas, ça n'a aucun sens. C'est complètement ça. C'est une réponse incompétente, quoi, c'est tout. Et quant à cette façon de valider des matériaux avec des espaces d'une seconde, la réponse aussi est inconsistante. Alors ce qui fait que là-dedans, il y a une idée qui commence à se dégager. On était habitué à l'idée que dans le monde du nucléaire, il puisse y avoir une certaine irresponsabilité avec les Japonais, quoi. Mais maintenant, ce que je pense, c'est qu'il y a de l'incompétence, c'est tout. Et dans ITER, il y a des gens incompétents. Et la réponse que m'a fait Châtelier dans cette séance publique, c'est une réponse incompétente. Ce que déclare Gabriel Marbach, c'est une réponse de quelqu'un d'incompétent. Alors là, peut-être c'est de la diffamation de dire une chose pareille. Moi, j'aimerais bien qu'on discute quand même en face à face. Vous m'avez dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Hein. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends rien, quoi. C'est tout. Et ensuite, la lettre de Bigot, qui se termine d'ailleurs, lisez les dernières lignes, c'est encore plus drôle. Ah, on se demande vraiment qui gère cette boutique, quoi. Et tout à l'heure, on parlait de Alain Mégoulet, qui est aussi... Alors maintenant, Marbach est devenu directeur de l'IRMFM, mais je crois qu'il prend sa retraite à la fin de l'année, donc ça va être Alain Mégoulet qui va prendre la suite, qui lui est directeur adjoint. Et lui, il vous a tenu au téléphone pendant 50 minutes en vous disant que j'avais des conférences scientifiques d'étudiants de première année de terminale S, quoi. Je veux dire. Donc là, il y a une espèce de cri comme ça qui est disproportionné, quoi. Et puis il n'y a surtout pas d'arguments scientifiques solides, quoi. Ce sont des arguments d'autorité, c'est tout. Alors l'autre aspect, ce sont les médias. Voilà. Les médias parlent beaucoup du nucléaire, on entend l'accord vert PS, Greenpeace, l'Allemagne qui arrête le nucléaire, mais rien sur ITER, ou très peu. Bah oui, alors pourquoi? Et jamais de manière contradictoire, sinon vous seriez dans les médias. Exactement. Donc, exactement. comment on peut l'expliquer? Alors, c'est vrai qu'on est amené à se creuser la tête. En fait, ces sujets-là, il y a eu une espèce de... Le mot de Rivasi, c'est l'enfumage. Hein. Disons que le service de communication d'ITER a enfumé tout le monde. C'est le soleil en éprouvette, en bouteille, etc. C'est extraordinaire. À chaque fois j'ai entendu un face-à-face entre Philippe Clessas, là, qui est directeur du service de communication, et puis il y avait Brom comme contradicteur, et il disait, avec ITER, on a décidé d'essayer de mettre l'énergie du soleil dans une bouteille. Il reprend. Et en fait, on a l'impression que ces gens-là, c'est tout ce qu'ils savent, quoi. Et c'est tout ce qu'ils savent, c'est tout ce que le public sait.
Et c'est tout ce que les journalistes savent. C'est-à-dire que lorsque Rivasi s'est adressé au Monde, lorsqu'elle s'est adressée au Canard enchaîné, le Canard enchaîné a sorti des trucs assez pertinents sur le surgénérateur, sur le PR et tout ça, ça cartonne. Mais alors sur ITER, pas de compétences. Ensuite, autre chose, il y a les médias, les journalistes scientifiques, ils connaissent que dalle, pas de problème. Et alors, les scientifiques eux-mêmes, il y a des scientifiques qui sont qui investissent pour... ils ne sont pas anti-nucléaires, mais ils alertent sur les dangers du nucléaire. Et ce sont des gens qui ont été profs au Collège de France, il y avait des prix Nobel, etc. Des gens. Mais ce sont des gens qui connaissent la fission et pas la fusion. Et c'est deux mondes complètement différents. La fission, c'est des éléments fissiles qui sont solides, avec de l'eau. Hein, c'est pas le même milieu. Tandis que ITER, c'est un plasma. En plus, il y a un champ magnétique, c'est de la MHD. Alors, il se trouve que moi, les plasmas, la MHD, se connaissaient. Donc, j'ai pu rentrer là-dedans assez facilement. Mais les autres scientifiques non plus. Est-ce qu'il n'y a pas la raison que ITER est un projet international, donc c'est des intérêts encore plus importants? J'ai pas de réponse toute faite à cette question. Je ne comprends pas pourquoi il y a un silence comme ça. Et la Provence aussi. Alors, le truc, par exemple, c'est que quand j'ai eu la thèse de Reux en main, j'ai couru chez André Grégoire. Je lui ai dit, regardez, je découvre, moi, les disruptions. Qui est André Grégoire? Le président de la commission d'enquête publique. Ils étaient prêts de rendre leur rapport, quoi. C'était à quelques jours près, quoi. J'ai dit, écoutez, attention, vous allez rendre un rapport. Et ils ont rendu un rapport avec avis favorable, avec recommandation. Et non pas avec réserve. Avec réserve, ça aurait suspendu le projet. Donc, ils ont choisi de rendre un rapport avec des recommandations du genre attention, faites attention, etc. Et moi j'ai dit à Grégoire, vous avez pris une responsabilité si ce truc-là continue et se développe vis-à-vis de vos enfants et de vos petits-enfants. Vous avez mis en route une machinerie, vous n'avez pas osé vous y opposer, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'après dans la presse il s'est exprimé, on n'a pas eu assez de temps. Je veux dire, même ces 7 commissaires, ils ont été pris dans un tourbillon qui a duré 6 semaines. Je veux dire, on ne peut pas voir clair dans une histoire pareille. Et je me rappelle à un moment, il a eu cette phrase en disant « Ils auront 5 ans pour résoudre le problème de disruption ». Mais ça fait 30 ans qu'on ne les résout pas. D'où c'est ça, un truc pareil? Bon, ma foi, quand il est interviewé, il s'appuie sur le deuxième cran, parce qu'après la décision de la commission d'enquête, il y a la décision de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est elle qui va donner le feu vert. Et si l'autorité de sûreté nucléaire dit OK, à ce moment-là, le préfet délivre un avis et le projet est déclaré d'autorité publique. Et là, à ce moment-là, bon, il est déjà démarré, on coule déjà de béton, etc. Mais une fois qu'il y a le projet d'autorité d'intérêt public, c'est fini, c'est le boulevard. Bon, on remarque une chose, c'est que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, elle a différé sa décision au mois de février. Hein, alors que normalement, je veux dire que la décision de la commission de l'enquête publique, c'était sur juillet, et l'ASN, c'était août. Puis c'était fini, quoi, le problème était réglé. Ce serait passé comme une lettre à la poste si je ne m'étais pas mis au milieu, quoi, c'est tout. Et est-ce qu'un média local comme la Provence a réagi? Alors bon, quand j'ai eu la thèse de Reux, je suis monté à 20 ou 30 km de chez moi, à Manosque, où il y a le siège de l'antenne régionale de la Provence. Et là, j'ai rencontré un journaliste qui était déjà venu à des réunions et qui s'appelle Damien Foissard. Et je lui ai dit, écoutez, il y a un problème, je lui ai fait une copie de la thèse. Je lui ai amené, j'ai dit, écoutez, voilà ce document, je suis prêt à vous l'expliquer, il y a un grave problème derrière tout ça. Et, ma foi, il n'a pas réagi. Dans un article précédent, il avait titré « Les antinucléaires tirent leur dernière cartouche ». Ça prouve vraiment qu'ils s'en foutent, quoi. Et là, je l'ai relancé au téléphone, il m'a dit « Je ferai un article quand la commission d'enquête publique aura rendu son avis ». Elle a rendu son avis, il n'a pas fait d'article. Simplement, si vous regardez la Provence de la semaine dernière, vous verrez des photos avec le camion qui amène ceci, on commence à construire un amphi, etc. Il faut une sorte de compte-rendu, de journal, des choses comme ça. Mais les véritables problèmes, ils ne les ont pas faits. Je ne sais plus quoi faire, quoi. Je veux dire qu'à un moment, un parlementaire... Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'au point de vue des élus, ils sont tous pour ITER à 100%. Et vous avez une entité qui est le conseil régional, majoritairement ils sont pour. Il y a un type du conseil régional qui, lui, a compris, qui a suivi ces trucs-là,
Mais il est complètement minoritaire, vous voyez, c'est terrible. Et dans le Parlement européen, ils sont ni minoritaires ni majoritaires, ils n'en connaissent rien. Et comme dit Rivasi dans l'interview qui a été diffusée hier, ma foi, ils prennent des décisions sur un sujet, ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas envie de le connaître. Voilà. Mais justement, est-ce que les écolos eux-mêmes ne sont pas plus focalisés sur le nucléaire Alors ça c'est intéressant, parce que les écolos, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu cette commission d'enquête publique, j'ai remis de très braves gens, quoi. Il y a une association média, une association adorable, quoi. Bon, ils sont venus avec une pétition, avec des signatures. Bon, du genre, on est contre, mais contre. Comme ça. Alors, vous savez, qu'est-ce que ça fait 100, 200 signatures? Tout le monde s'en fout, quoi. Bon. Et à côté de ça, ça m'a aussi permis de connaître des antinucléaires, comment dire, historiques, quoi. Des gens qui avaient participé à des bagarres à Crémalville pour le surgénérateur, qui avaient pris des coups de matraque. Vous savez qu'il y a eu un mort là-bas. Hein. Michelon a été tué, etc. C'est pas rien. Vous avez des gens qui s'enchaînent au vote chemin de fer, etc. Bon, et c'est vrai que là, moi je l'ai déjà dit, je crois, mais j'ai envie de le redire, c'est que quand je me suis trouvé immergé dans cette histoire-là, j'ai éprouvé un certain sentiment de honte, parce que nous, scientifiques, nous pouvons réellement faire quelque chose, nous pouvons vraiment croiser le fer avec tous ces nucléocrates qui nous emmènent à la catastrophe. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Bon. Et au lieu de ça, vous avez les antinucléaires qui, eux, prennent des grenades lacrymogènes sur le coin de la figure. Mais au point de vue scientifique, ils n'y connaissent rien. Il y en a un qui m'a dit, ITER, c'est pas dangereux, puisque si ça explose, la réaction nucléaire s'arrête. Je dis non, mais il faut que je vous explique tout ça. Et puis il y a un truc, c'est que dans ce monde de l'antinucléaire, vous avez le réseau Sortir du nucléaire, qui regroupe 900 associations. Eh bien, allez voir sur ce réseau, cherchez la mention de la vidéo avec Rivasi, vous ne la trouverez pas. Cherchez les 32 pages du dossier qu'on avait mis en ligne dessus là-dessus il y a des mois, il est introuvable. Je veux dire que là, je comprends pas, j'ai pas d'explication, quoi. Je veux dire que... Eva Joly, j'ai essayé, j'ai fait tout mon possible pour essayer de la joindre. Qu'est-ce que vous voulez ces gens, je veux dire que il y a une chose, c'est qu'ils n'ont pas de conseillers scientifiques. Par exemple, les écolos, je prends l'exemple de Hulot, par exemple, il avait autour de lui quoi? Des environnementalistes, des biologistes, des gens spécialisés dans l'environnement, l'impact sur la mer, les végétaux, etc. Mais les physiciens, non, il n'y a pas de physicien. Ou alors un physicien qui chantait la gloire du nucléaire, quoi. Maintenant, je crois qu'il a un peu baissé les bras, quoi. Alors, je crois que là-dedans, on a évoqué un petit peu l'essentiel, mais en ce moment, on est en train de rédiger un livre avec Rivasi, hein, pas de problème. On essaye d'aller le plus vite possible, faire un petit bouquin, et c'est pas facile parce que il faut que tout ça se soit mangeable par le grand public. Et ce qui est terrible, c'est que les seules personnes auxquelles on peut s'adresser, c'est le grand public, puisque les parlementaires ne veulent pas entendre parler, ça les emmerde. Les écolos, c'est pas leur tasse de thé, quoi. Ils manifestent, c'est un peu complémentaire et tout ça. Les scientifiques, ils sont pas au courant. Et ceux qui sont investis dans des trucs sur la fission, ils disent non, en plus, on va pas s'occuper de la fusion, c'est trop compliqué. Donc, dans cette histoire-là, je suis tout seul. Je suis évidemment le porte-parole de tous ces braves gens qui sont bâillonnés. Hein. Et ils sont bâillonnés parce que, je crois que je cite ça dans la vidéo que vous verrez plus loin, il y a un type de l'IRFM qui croyait que j'étais au CNRS et qui disait mais je vais avertir la commission pour que vous soyez mis au pas. Ça vous explique qu'il y a une main de fer qui s'apprête à étrangler le premier type qui parle. Donc moi, il y a une chose, je lui ai dit, vous savez, pas de chance, je suis à la retraite. Moi, je suis retraité, je peux parler. Alors, je suis retraité et j'ai les compétences, c'est tout. Maintenant, il y a un truc, c'est que les attaques dont j'ai été l'objet sont inqualifiables. C'est insultant. Hein. Et de ce côté-là, j'ai été condamné par contumace et on n'a pas accepté que je puisse m'exprimer. Donc, je demande un procès. Je demande un procès public. Mais n'importe où, à l'Assemblée nationale, où on veut, mais que ce soit filmé et que le public puisse le voir. Or, c'est la chose qui avait fait que les gens n'étaient pas venus le 16. C'est parce que vous étiez là, Robin, avec votre caméra. Vous êtes dangereux. Et c'est Bigot a dit qu'il ne voulait pas parler devant des journalistes qu'il ne connaissait pas. Parce qu'un journaliste qu'on connaît, on peut s'arranger. Mais, en tout cas, pour le développement scientifique, ça sera donc dans une deuxième vidéo, plus longue et plus détaillée, avec beaucoup de liens, beaucoup d'images aussi, pour bien rendre tout ça vulgarisé.
faut reprendre la phrase. Ouais, ça faut reprendre parce que... Ouais. On va attendre, c'est fini. Voilà, donc on va se donner rendez-vous pour une deuxième vidéo plus longue sur la partie scientifique, vulgarisée, avec énormément de schémas, de liens pour que les gens puissent creuser. Et là, ils sauront à peu près tout. Hein, disons, ce que je voudrais dire, qui est très important dans cette vidéo, même si vous ne la comprenez pas, moi j'amène un élément qui est une communication qui représente ce qui s'est dit au mois de septembre dans un colloque international à Princeton, qui est la Mecque de la fusion, avec des gens de différentes nationalités, dont les Américains. Et à ce moment-là, ces gens, eh bien, quand vous prenez cet article de Würden, c'est exactement ce que j'ai remis à Rivasi. C'est tout. Et il parle d'ITER. Absolument. Et c'est Énormément. mais non, mais regardez le titre de la communication, c'est l'ère ITER, ITER ERA. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Et la conclusion, c'est il faut étudier les disruptions avant, before ITER. Alors que les Américains sont impliqués dans ITER, non? Oui, ils sont impliqués, mais la position est très ambiguë. Qu'est-ce qu'ils font marcher avant? Justement, ça veut dire que c'est pas une opération des Américains pour faire tomber ITER, parce que ce serait leur intérêt. C'est vraiment, alors qu'ils sont impliqués dedans, ils arrivent à... Enfin, disons, leurs chercheurs... Disons que ce qu'ils ont compris, et il le dit explicitement, c'est que ITER peut très bien devenir un échec. Quand on dit un échec, c'est pas forcément une catastrophe à la Fukushima, c'est pas forcément tuer je ne sais combien de personnes, c'est un truc technique. Si tout d'un coup ce machin-là se fout en l'air, on ne veut pas le faire marcher, et on se dit, il n'y a pas moyen de sauver cette bécane. Et à ce moment-là, ils ont compris une chose, c'est que si, il le dit explicitement dans ce PowerPoint, c'est que si c'est un échec, ça fout en l'air toute la démarche de la fusion. Et tout le monde... oui, c'est ça qui est important. Justement, on va voir tout ce détail dans une deuxième vidéo. Voilà. Merci Jean-Pierre Petit. Alors aujourd'hui, on est le 15 décembre 2011. Et le mardi 13 décembre dernier, le Parlement européen a entériné une augmentation de budget pour ITER. Et on sait qu'au départ, l'enveloppe était de 5 milliards d'euros. Et la demande qui avait été formulée, c'était de passer 5 milliards à 15 milliards d'euros. Donc des fonds supplémentaires ont été développés par l'Europe, par la Commission des budgets. Donc pour 2012-2013, cette augmentation pour l'Europe, ça se chiffre à 1,3 milliard d'euros. Alors, face à ça, la députée d'Europe Écologie, Les Verts, Michel Rivasi, a fait une déclaration, donc j'espère qu'on va pouvoir passer la séquence après, et elle dit textuellement, donc si on passe cette déclaration, c'est pas la peine de la mettre, on coupera ce que j'ai dit, mais ce qu'elle dit, c'est le projet ITER fait partie de ces éléphants blancs qui font rêver les politiciens. Ils refusent alors tout esprit critique qui remettrait en cause des technologies dont ils n'ont aucune connaissance. Pourtant, de nombreuses thèses de chercheurs spécialisés dans la fusion et le confinement magnétique alertent sur le dangereux problème des disruptions qui se produisent dans les tokamaks depuis des décennies. Mais personne au Parlement européen ne sait ce que c'est qu'un tokamak ou même une disruption, ou ne souhaite pour autant s'y intéresser. Pourtant, ce prototype ITER fonctionne avec des substances radioactives dangereuses et présente un risque non négligeable en cas d'accident. Autre révélation troublante, ce projet international à 15 milliards d'euros ne bénéficie d'aucune assurance. Qui paiera en cas de catastrophe? Cette irresponsabilité est grave, d'autant plus que le site de Cadarache cumule les risques, qu'on arrête de répéter que les leçons de Fukushima ont été intégrées. Elles n'ont pas été intégrées du tout. Ensuite, il y a une deuxième réaction qui vient d'un député du Nouveau Centre, qui s'appelle Abad, son prénom c'est D. Abad, et à ce moment-là, il y a aussi une séquence dans FR3, donc peut-être que Jean Robin la trouvera, et lui dit, il y a toujours des surcoûts, et la plus mauvaise chose à faire, c'est de s'arrêter en plein milieu du gué. Je ne sais pas de quoi il parle, parce que, étant donné qu'il n'y a encore rien de construit, on n'est pas au début du gué, on est devant la rivière, Et à ce moment-là, il insiste sur le fait que la région, PACA, a bien besoin de ce projet, parce qu'il est créateur d'emplois et de richesses. Dans notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, a grandement besoin. Alors, moi, je ne sais pas, mais dans un truc comme ça, il serait plus simple de créer effectivement 2000 emplois avec des coupelles dans lesquelles les gens brûleraient des billets de 50 € sans se donner la peine de construire quelque chose, etc. Donc, bon, on va faire comme si Rivasi et les autres étaient passés.
Donc, vous venez d'entendre Michel Rivasi, qui est, comme on pourrait dire, monté au créneau. En fait, elle a répercuté des informations que je lui ai fournies il y a quelques mois, sous la forme d'un document de 13 pages que j'avais réalisé à son attention sur ITER, et qu'elle avait diffusé à la commission ITRE, c'est-à-dire information, technologie, recherche et énergie. Hein. Et cette commission, il y a 124 parlementaires, dont une cinquantaine de francophones. Donc à l'époque, elle avait commencé à diffuser aux francophones, elle a mis le document en version anglaise, donc il a circulé. Elle a aussi averti la commission du budget, et en dépit de ces avertissements, eh bien, apparemment, la commission du budget a entériné cette augmentation de crédit. Personne n'a écouté tout ça. Et même, vous pouvez savoir une chose, c'est que ce dont elle vient parler, vous n'en avez pas vu trace dans les médias. Alors, je vais vous montrer simplement ce mot, là, regardez, ce mot disruption, là. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans une vidéo qui vous présente le projet ITER, dans n'importe quelle langue? Est-ce que vous l'avez déjà vu dans des revues de vulgarisation scientifique, je ne sais pas, Sciences et Vie, La Recherche, pour la science? Est-ce que vous connaissez ce genre de choses? Non, on ne l'a jamais vu. Bon, moi, je l'ai découvert aussi cet été, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la question. Et tout ça, ça va donner lieu à une histoire que je vais raconter, mais je ne peux pas la raconter chronologiquement. Il faut tout de suite passer à un événement quand même qui, moi, m'a profondément choqué. Donc, le CEA a voulu stopper cette information qui commençait à diffuser au sein du Parlement européen et a positionné une critique de plus de 10 pages sur son site du CEA, plus sa traduction en anglais. Hein. Donc si vous allez sur le site du CEA, et Jean Robin mettra à l'écran l'URL en question qui permet d'arriver sur cette critique, vous lirez ces 10 pages de critique, et dans ces 10 pages de critique, il y a pas mal de choses, mais en particulier, vous lirez, parce que c'est un truc qui s'appelle Réaction au papier, ITER, chronique d'une faillite annoncée, de M. Jean-Pierre Petit, Paris, le 12 novembre 2011, dans la revue Nexus, préparé par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc c'est une réponse qui a été mise en ligne le 17 novembre 2011. Je ne vais pas vous lire toute cette réponse, c'est quand même 10 pages, mais lisez, écoutez ces phrases. Nous sommes affligés de constater la légèreté avec laquelle les informations scientifiques publiées dans les revues de renommée internationale, leurs auteurs, mais également les lecteurs de l'article lui-même, sont manipulés à des fins partisanes, étrangères à la recherche et au progrès des connaissances. Par un tel comportement intellectuellement malhonnête, M. Jean-Pierre Petit se disqualifie lui-même ipso facto, soit du débat scientifique, soit du débat sociétal. Donc moi, jamais personne ne m'a traité de malhonnête scientifiquement. Jamais, mais ça s'est jamais fait, quoi. Si, ça s'est fait par des petits crétins qui interviennent sur des forums avec des pseudonymes, mais sur un site comme celui du CEA, non. Alors, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jean Robin s'est mis en contact avec le service de communication extérieure du CEA, et puis, ma foi, comme cet article n'était pas signé, il a demandé qui est-ce qui a pondu ce texte. Et la réponse téléphonique lui est parvenue en disant c'est pas une personne, c'est un groupe. Bon, dit Robin, à ce moment-là, si c'est un groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente les gens qui ont écrit ça? Et de nouveau, la réponse a été eh bien, ces gens-là ne souhaitent pas que leur identité soit connue et ils ne souhaitent pas débattre avec M. Petit. Parce que là, nous tombons, si vous voulez, sur une situation qui est un petit peu nouvelle, avec un site comme Enquête et Débat, c'est-à-dire que Robin a une caméra. Éventuellement, il a une pendule avec des boutons, ce qui permet de donner un temps de parole égal aux uns et aux autres. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir des face-à-face entre gens qui ne sont pas du même avis, quoi. Donc, la proposition était simple. Ce texte a été émis dans le site du CEA. Jean-Pierre Petit aimerait débattre avec l'auteur et que ce soit filmé et que ça puisse être mis sur Internet. Réponse immédiate, ces gens ne veulent pas que leur identité soit connue et ils ne veulent pas débattre avec M. Jean-Pierre Petit. Bon, à ce moment-là, Robin se dit, tout ce qui se dit, s'écrit ou se fait au CEA, en dernier ressort, est de la responsabilité de l'administrateur général du CEA, c'est-à-dire Bernard Bigot. À ce moment-là, il est reparti sur cette idée en disant,
est-ce qu'il est possible d'avoir une réponse, un débat avec Bernard Bigot? La réponse de la chargée de communication a été simple. Monsieur Bernard Bigot ne souhaite pas débattre avec monsieur Jean-Pierre Petit. Et de toute manière, la seule proposition qui est faite, et ça nous amènera à revenir en arrière pour parler de ce qui s'est passé avant, c'est que madame Rivasi vienne au CEA pour que monsieur Bigot et les responsables militaires l'informent. Hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça une information ou une désinformation, mais pour lui, c'est la seule réponse possible. C'est-à-dire que moi, j'émets des critiques, j'ai droit à un texte que je trouve insultant, hein, carrément, mais je n'ai pas droit de réponse. Je n'ai droit ni à une réponse, ni à face-à-face, ni quoi que ce soit. Or, il y a quand même une chose qu'il faut bien se dire, c'est que si je suis complètement dans l'erreur, si je suis incompétent, si je raconte n'importe quoi, si je distors la vérité, ben la meilleure solution, c'est qu'à ce moment-là, on fait une rencontre avec des responsables, et ces gens-là me mettent carrément le nez dans la merde, comme on fait avec un chat. Je veux dire, je sors de là discrédité complètement. Eh bien, moi, je suis prêt à faire ce genre de choses-là, et je dis même la chose suivante, j'ai été accusé de malhonnêteté intellectuelle, maintenant c'est moi qui accuse le CEA de malhonnêteté intellectuelle, et de distordre les faits et de les camoufler. Alors, je vais maintenant citer, parce qu'il y en a tout un tas, un deuxième message qui m'a été envoyé par un de ces personnages. Là, il s'agit de Philippe Gendry, qui est directeur de recherche au CEA. Alors, il y a deux éléments là-dedans qui sont amusants. D'abord, il a commencé par m'envoyer un message à moi, hein. Je vais essayer de le retrouver, parce que je vais trouver son texte exact. Je ne sais pas si je vais remettre la main dessus, mais disons que il a cru que j'étais en fonction au CNRS. Donc il m'a écrit un mail en me disant d'abord le mot exact, je n'arrive pas à le retrouver. C'est vraiment vos propos vous discréditent vous-même, quoi. Votre incompétence éclate carrément, et j'informerai la commission 04 de vos activités. C'est-à-dire qu'en disant ça, il croit que je suis encore au CNRS. Alors quand j'ai reçu ce mail, extrêmement violent, écrit avec plume trempée dans l'acide sulfurique, non signé, parce que M. Gendry ne signe jamais ces mails. Vous verrez, mais pas son nom en bas. Enfin, c'est lui, il a quand même son nom en tête. Donc j'ai trouvé son numéro de téléphone, puis je l'ai appelé, et puis on a eu une conversation de 50 minutes, et au cours de cette conversation de 50 minutes, ben, on a parlé un petit peu physique, on a parlé un petit peu théorie, il est théoricien, moi aussi je pense, il est physicien des plasmas, moi aussi je pense, et je n'ai pas eu l'impression d'être complètement en perte de vitesse par rapport à ce qu'il disait. Par contre, commentant ceci, puisque M. Robin lui a dit, mais puisque vous n'êtes pas d'accord avec M. Petit, est-ce que vous accepteriez un face-à-face? Alors, voilà la réponse. J'ai longuement écouté M. Petit hier. J'ai également consulter son parcours et sa production scientifique, qui sont très médiocres, voire choquants. Et c'est vrai que dans le mail précédent, il mettait « vous usez de votre titre de directeur de recherche scientifique que vous avez usurpé ». Je retrouverai le texte exact, on le mettra à l'écran éventuellement. Monsieur Petit fait montre d'un grand talent de manipulation, sans aucun respect pour les personnes qu'il instrumentalise pour satisfaire son ego. Je suis un scientifique qui développe un programme de recherche, pas une personne en charge de communication grand public, et encore moins un psychiatre capable d'aider une personne comme M. Petit dans son délire. J'attire aussi vos attentions sur deux points. M. Petit est totalement incompétent sur tous les domaines de fusion magnétique, où il porte des jugements. Sa source d'information est très parcellaire, inexistante au regard des standards scientifiques. Il ne fait état d'aucune publication scientifique dans les grandes revues internationales. Il n'a pas le moindre élément scientifique ni dans sa méthode, ni dans son approche, et encore moins dans les avis qu'il donne. Deuxièmement, M. Petit se livre à des attaques personnelles qui sont complètement hors de propos, s'agissant d'une approche qui se prétend scientifique. En revanche, il s'agit bien de diffamation, ce qui pourrait tomber sous le coup du droit. On retrouve dans ses propos un mélange de frustration, de délire, d'incompétence, de ressentiment vis-à-vis de personnes, bien plus qu'un intérêt quelconque pour le projet ITER. Je refuse donc de participer à un tel débat. Non seulement il ne correspond pas à mes démarches scientifiques et professionnelles, mais surtout il donnerait un relief dénué de sens à une personne qui a complètement échoué à faire une carrière scientifique significative et qui, à l'heure de sa retraite, a certainement plus besoin d'une assistance psychiatrique que de publicité médiatique. C'est pas mal, hein, bon. Alors, face à une chose comme ça, il y a le document du CEA, il y a le fait
que, là encore, on connaît son nom, mais les auteurs des 10 pages dans le site du CEA, ça, c'est inaccessible. Vous verrez d'ailleurs que c'est quelque chose de général. Alors, avant de reprendre cette histoire-là et de la replacer dans un contexte, c'est une véritable saga qui dure depuis le mois de mars, je pense qu'il serait bon que j'informe un peu les gens du CEA et M. Philippe Gendry des derniers rebondissements, quoi. Disons qu'il y a eu donc un colloque international à Princeton, au New Jersey, aux États-Unis, et Princeton, c'est un petit peu la Mecque de la fusion. Quand M. Gendry dit que je suis incompétent en physique des plasmas et en tokamak, je dirais simplement que je sais lire, quoi. Je sais lire une thèse, je sais lire des articles, et ce qui m'a été reproché, c'est pas d'avoir des propos incohérents, c'est de reproduire des choses qui étaient écrites, quoi, c'est tout. Mais ça, on en reviendra tout à l'heure. Alors d'abord, première chose, je pense que Jean Robin va nous présenter les planches, comme ça, du PowerPoint. C'est un petit peu les slides, si vous voulez, de Würden, qui est un des chercheurs qui présentait des choses aux États-Unis. Et Würden n'est pas un étudiant, ou alors si vraiment il dit des conneries, c'est que lui aussi il a une assistance psychiatrique, quoi, parce qu'on est plusieurs. Donc, en fait, on s'aperçoit que quand on cherche, on trouve des thèses qui disent la même chose, on trouve des gens qui disent la même chose, et maintenant on a des gens dans un colloque qui disent la même chose. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, simplement, regardez donc ce truc-là. Ce colloque s'intitulait « La question des risques et des conséquences des disruptions dans les grands tokamaks ». Ah, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré le mot disruption. Bon. Et ici, on a le résumé donc, de la communication de Würden. Bon, c'est un truc qui fait un certain nombre de pages. Vous avez la reproduction, disons l'adresse URL pour avoir accès à la version anglaise de ce PDF, que justement Jean Robin va faire apparaître à l'écran. Hein, voilà. On a donc cette URL. Si vous mettez en arrêt sur image, vous pouvez la noter. Et puis, moi, j'ai trouvé intéressant de traduire et de faire traduire ce document en français pour les gens qui ne lisent pas l'anglais. Alors, ce n'est pas de l'anglais de Shakespeare. Vous savez, ce sont des slides, c'est-à-dire c'est des diapositives. C'est un type qui fait une conférence, et puis il montre des choses, il a des phrases un petit peu... il n'y a pas une articulation linguistique très pointue. Mais justement, on l'a traduit au mot, et moi j'ai fait vérifier ça par des spécialistes des plasmas chauds, par des spécialistes des tokamaks, pour que personne ne puisse dire il a distordu la traduction. Donc ce que vous voyez, c'est le document en anglais et le document en français qui est à l'identique. Alors là, quand on va dans ce document en français, eh bien ici, on voit une page qui s'intitule « Les grandes lignes ». Alors, vous n'allez pas lire cette page, mais il y a les paramètres des tokamaks. Un problème que j'avais abordé dans le document que j'ai remis à Michel Rivasi, qui est celui des électrons découplés, on en parlera tout à l'heure. Il y a le problème des disruptions, les types, les causes, etc. Et qu'est-ce qui doit être fait dans les 10-15 ans à venir? Et là, la phrase importante, c'est avant qu'ITER ne soit opérationnel, before ITER. Là, vous traduisez le before ITER comme vous voulez, c'est-à-dire avant qu'on ne fasse marcher ITER à pleine puissance, ou alors avant qu'on le construise. Enfin, je crois que maintenant qu'on a voté ces crédits, on a déjà mis du béton, etc., on va construire cette machine. Alors, ce que dit cet article, ce que disent les Américains, et là, à ce moment-là, on est informé sur la position américaine, parce que vous avez vu qu'ils se retiraient pas. On se dit, mais quelle est leur position vis-à-vis du projet ITER? Ben là, ils l'expliquent parfaitement clairement, quoi. Disons que ce projet-là a été lancé de manière prématurée. Alors, planche suivante. Bon, quel est le problème central de la génération de l'énergie par fusion et confusion magnétique, c'est-à-dire les machines comme ITER. Donc, alors, premier point, notez bien, nous ne disposons pas des matériaux capables de résister à l'action du plasma avec lesquels ils sont en contact, ni de supporter le bombardement par neutrons. Quand même une chose qu'il faut tenir compte. Ça fait rien, on a lancé ITER quand même. Bon, nous ne disposons pas de suffisamment de tritium, lequel n'est pas fourni par la couverture tritigène. Bon, ces machines sont complexes et difficiles à entretenir. Et ensuite, le point 4,
nous ne sommes pas encore capables de simuler leur fonctionnement, même en utilisant les ordinateurs les plus puissants et les plus rapides du monde. Cette phrase contredit complètement ce qui est dit dans l'article qui est mis dans le CEA, hein, où les gens, puisque ce sont des anonymes, je ne sais pas qui a écrit, disent que la simulation de ces machines-là, il n'y a aucun problème, je suis vraiment le dernier des imbéciles de ne pas savoir ça. Hein. Et le dernier point, je crois que vraiment il faut le regarder, faire un zoom dessus, ce qui est en bas, hein, vous voyez. Cette phrase, c'est le problème par excellence, avec un le majuscule, et que le plasma est très difficile à contrôler. Toute perte de contrôle peut créer des dommages importants. Donc, si vous voulez, il y a une phrase que vous devez retenir. Quand on parle de fusion contrôlée, ça n'existe pas. La fusion n'est pas à contrôler. C'est un projet de fusion contrôlée. Donc, quand on fait un générateur commutaire, c'est un peu dans l'idée que la fusion est contrôlée. Et pour l'homme de la rue, pour celui qui consulte Internet, qui voit des vidéos, mais la fusion est contrôlée. Regardez les vidéos. On voit une espèce de tore rosâtre, solidement bridé par son champ magnétique, confiné. On vous explique que tout cela est parfaitement maîtrisé et qu'on a mis le soleil en bouteille. Bon, on va revenir un petit peu là-dessus. Alors ensuite, voilà une page qui nous montre la quantité d'énergie mise dans le plasma. Donc cette page-là, pendant que Jean montre cette page, je dirais que si vous allez dans la deuxième colonne et que vous descendez, vous voyez que ITER, c'est une machine qui va contenir de 200 à 450 mégajoules, alors que par exemple le jet c'est 10, donc c'est carrément 45 fois plus, hein, c'est pas rien. Donc on va passer à une échelle bien plus importante. Ensuite, Verden trouve intéressant d'expliquer un petit peu à quoi correspondent ces énergies, parce que il le met pour ses collègues, mais c'est intéressant. Regardons un petit peu cette planche-là, et pour effectivement celui qui regarde la vidéo, lui, il ne sait pas ce que c'est qu'un mégajoule. Il faut savoir qu'avec 15 mégajoules, ça représente 7 bâtons de dynamite, qu'avec 600 mégajoules, on peut fondre une tonne de cuivre, que 100 mégajoules, c'est le catapultage d'un Tomcat, que 10 gigajoules, c'est un Airbus 380 qui vole à 700 km/h. Donc, dans une histoire comme celle-là, les quantités d'énergie qui sont contenues dans un tokamak de grande puissance, ce sont des énergies considérables. Hein. Et après, on va voir les conséquences justement d'une perte de contrôle de cette énergie. Et je pense que moi, j'ai pas soulevé le problème, je me suis contenté de relever ce problème dans des thèses qui existaient, dans des papiers qui existaient. Et voilà que je me fais traiter de malade mental, de type qui a besoin d'une assistance psychologique. C'est quand même extraordinaire. Alors que si vous prenez l'article de Verden, lisez-le, c'est exactement la même chose que ce que j'ai remis à Rivasi il y a 2 mois. Presque mot pour mot. Et même, pour montrer un petit peu la dangerosité de la chose, il emploie une comparaison avec ce qu'on appelle les disruptions majeures, c'est-à-dire lorsque ce plasma devient très instable. Regardez cette planche, qu'est-ce que ça représente? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est pas mal. Bon, c'est une image, quoi, disons, du type, quels sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Effectivement, quand un tokamak doit toujours être en état de faire face à une telle menace, forte contrainte d'origine électromagnétique sur les composants de l'enceinte, parce que ce truc-là, ça crée des décharges de très forte intensité qui réagissent avec le champ magnétique pour donner la défense de la place. Et ce ITER, ça va être de 5000 à 15 000 tonnes. Et je me rappelle, quand on était passé dans un face-à-face chez Jean Robin avec Vanitschek, il avait découvert l'intensité des forces. Et c'est vrai que ça rigole pas. Je veux dire, quand on a des décharges comme ça de 10 millions d'ampères, ça tord des tas de trucs. Ensuite, deuxième point, on est encore sur ce truc, rayonnement intense émis par le plasma et reçu par les tuyaux du rayonnement. Ensuite, un apport de chaleur pas possible, donc un intense apport de chaleur, ça va fondre des choses, ça va faire des trous. Et puis ensuite, ce problème particulier qui est le grand échauffement lié à l'action des électrons découplés au voisinage d'impact de ce faisceau d'électrons. Alors, évidemment, on a envie de se poser la question, mais vous parlez de disruption, qu'est-ce que c'est qu'une disruption? Bon,
les tokamaks, ce n'est pas des machines très simples, et pour expliquer ça à un plus large public possible, on est obligé d'employer des images. Et il se trouve que ces images ne sont pas idiotes. Et par exemple, moi qui étais astrophysicien, quand j'ai vu un petit peu, et j'ai été spécialiste de la imagerie, et je revendique toujours de l'être. Je suis même en activité. Ma dernière communication physique des plasmas expérimentale, ça date de 2010, à un congrès international en Corée, quoi. Donc, monsieur, évidemment, Gindry est allé pianoter sur le net à chercher les consultations, les citations, c'est tout. Il passait complètement à côté, quoi. Il ne connaît pas ma carrière du tout, c'est tout, hein. Bon, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'une disruption? Eh bien, c'est une perte de contrôle d'un tokamak. Alors, un tokamak, ITER est un tokamak. Bon, supposez qu'on ait réussi à mettre ITER en fonctionnement. Quand on met une machine comme ça en fonctionnement, on la remplit qu'un gaz qui est à très basse pression, quelques fractions de millimètres de mercure, des 10-3, 10-4, etc. à raréfier. Puis à ce moment-là, on chauffe ce plasma, et après on donne un apport de chauffage supplémentaire grâce à l'injection de neutres, etc. Donc on arrive à 10 millions de degrés, puis après à 100 millions de degrés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on dépasse 10 millions de degrés, le plasma cesse d'être résistif. C'est-à-dire que les électrons se baladent, et les ions, ils ne les voient plus. Il y a un phénomène qui est bien connu des gens qui font la physique des plasmas, c'est que lorsque les électrons vont très vite, eh bien, ils passent tellement vite à côté des ions qu'ils n'ont pas le temps d'interagir. Et un courant électrique, c'est un courant de circulation d'électrons. Et là, à ce moment-là, on a une circulation d'électrons. Par exemple, dans le tor supra, on a un courant plasma, qui est un courant qui se boucle azimutalement dans le tor, comme ceci, comme un cercle. Il y a 1,5 million d'ampères. Dans le jet, c'est 4,8 millions d'ampères. Et dans ITER, 75 millions d'ampères. Donc on a tous ces ampères qui circulent. Et quand la température est supérieure à 10 millions de degrés, la vitesse des électrons est telle qu'il n'y a plus d'effet Joule. Alors on dit formidable, j'ai fabriqué un milieu supraconducteur, quoi. Il y a les supraconducteurs froids, puis là c'est les supraconducteurs chauds. Bah, effectivement, après il faut entretenir ce courant. Il faut l'entretenir si on veut avoir une machine qui puisse marcher en régime permanent. Il faut pousser un petit peu ces électrons avec des ondes progressives. Peu importe le détail de ce truc-là. Mais il y a des pertes. Il y a des pertes qui ne sont pas liées à l'effet Joule, mais simplement une disruption, tout d'un coup. C'est la perte de la température du plasma, mais d'un facteur, on passe de 150 millions de degrés à 15 000 degrés. Donc on dégringole d'un facteur 10 000, je ne sais plus combien. Donc on a, je pense qu'on peut présenter les courbes, hein, et dans ces courbes que j'ai empruntées à la thèse de Cédric Reux, eh bien vous avez des planches, et quand vous regardez la courbe du haut, je pense qu'à ce moment-là on pourra mettre cette courbe avec une flèche, eh bien on voit l'effondrement de température. Alors, le mot anglais c'est quench, donc on a le quench thermique, l'effondrement de température. La température s'effondre totalement. Et alors, écoutez bien ça. Pourquoi? On n'en sait rien. Hein? Moi, j'ai demandé à Philippe Gendry pourquoi est-ce qu'il y avait cet effondrement de température. La réponse, c'est parce que le plasma devient instable. Et ça, c'est une réponse à la Molière. C'est-à-dire, c'est pour ça que votre fille est muette, quoi, disons. Et j'ai écrit qu'il y avait une énorme part d'empirisme dans la gestion de ces machines. C'est totalement confirmé dans le papier de Verden, par exemple. C'est confirmé dans la thèse de Reux, c'est confirmé dans la thèse... Tout le monde le sait, quoi. Je veux dire que si vous lisez la critique qui est faite par de joyeux anonymes au CEA, ils vous diront que c'est pas vrai du tout, qu'on dispose de tas de choses pour contrôler. Alors, il y a même un mot extraordinaire que j'ai découvert dans ce document. Peut-être qu'à ce moment-là, on fera un zoom sur cette page en montrant ce passage est extraordinaire, puisque l'auteur inconnu de ce document explique que nous avons des lois ingénieurs, entre guillemets, des lois ingénieurs. Loi, trait d'union, ingénieur. Des lois ingénieurs. Qu'est-ce que c'est qu'une loi ingénieur? Moi, j'ai jamais appris ça dans un super-héros, dans ma grande école. Je veux dire qu'on appelait ça des recettes de cuisine, quoi. Hein, une loi ingénieur, ce sont des relations comme ça qu'on déduit de l'expérience sur 10, 20, 30 ans, empirique, en disant, ben voilà, lorsqu'on fait ci, qu'on fait ça, il se passe ci, il se passe ça. Pourquoi? Ben ça, on ne sait pas. Mais il est dit également dans ce rapport, et ça c'est extraordinaire, que c'est pas parce qu'on ne comprend pas comment ça marche qu'il ne faut pas le faire.
Moi, je trouve ça formidable. Hein. Et à ce moment, ils prennent un peu une comparaison avec l'aéronautique en disant c'est pas parce qu'on ne sait pas pourquoi les avions volent qu'on ne les fait pas voler. Bon, là, le point, comment dire, de méconnaissance, d'incertitude, c'est la turbulence. Hein. C'est vrai que la turbulence, en bout d'aile, vous avez une turbulence qui se produit, et les mécanismes intimes de la turbulence, mathématiquement, ça échappe un petit peu. Enfin, je ne sais pas, mais à l'espèce d'imbécile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui a écrit ce texte, j'ai envie de dire, moi j'ai fait l'école supérieure d'aéronautique, vous savez, ça fait longtemps qu'on sait pourquoi les avions volent. Hein. Il y a des tas de théorèmes là-dessus, le théorème de Joukovski par exemple. Joukovski c'était un russe, ça doit dater de 1920, quoi. Il y a plein de choses qu'on connaît. Et comparer la technologie aéronautique avec les tokamaks, c'est à peu près comparer les tokamaks avec l'aviation de 1903. C'est sûr que quand on volait au début du siècle, eh bien à ce moment-là, on avait des lois ingénieurs, on avait une connaissance extrêmement fumeuse de la façon dont on volait les avions. Maintenant, ça fait quand même beaucoup de progrès. Donc, une disruption, je reviens toujours à ces courbes, on a un effondrement de la température, le plasma devient résistif, donc il y a un effet Joule. S'il y a un effet Joule, le courant se casse la gueule. Et ce courant de 1 million d'ampères, de 15 millions d'ampères, va dégringoler. Et à ce moment, ça va créer des courants induits, lesquels vont réagir avec le champ magnétique. C'est vraiment le cauchemar. On a des forces considérables qui apparaissent. Et puis depuis, je crois que c'est en 78, on a mis en évidence un phénomène qu'on appelle le phénomène des électrons découplés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, je vous disais que quand les électrons se promènent dans un plasma, quand ils vont à une certaine vitesse, ils ne voient plus les ions. Hop, ils fichent le camp. Et on appelle en anglais des runaway. Runaway, ça veut dire ils fichent le camp, quoi. Et en français, on dit des électrons découplés. Pourquoi découplés? Parce qu'ils ne sont plus couplés au plasma. Alors, dans cette instabilité qui se produit, on a des champs électriques qui apparaissent, qui accélèrent les ions. Et les ions accélèrent jusqu'à une vitesse qui est 99% de la vitesse de la lumière. Ils ont à ce moment des énergies qui vont entre 10 et 30 mégaélectronvolts. Et on obtient à ce moment-là un faisceau d'électrons découplés qui est totalement incontrôlable. Ensuite, il y a un autre phénomène que j'ai bien évoqué, décrit, etc. Je trouve que il faut... Je suis obligé d'expliquer ça au public. C'est que lorsque ces électrons sont accélérés, lorsqu'ils frappent des électrons thermiques qui, eux, vont paisiblement leur chemin, boum, ils les accélèrent et ils deviennent aussi relativistes. Alors on appelle ça un effet d'avalanche. Un effet d'avalanche, c'est-à-dire qu'on a 10 électrons relativistes, qui en frappent 10 autres, ça fait 20, qui en frappent 10 autres, ça fait 40, etc. Et ça augmente comme ça. Alors, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est extraordinaire. Mais non, un phénomène d'avalanche électronique, vous en avez un dans votre tube au néon. Alors, vous prenez un tube fluorescent, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez votre tube fluorescent froid, là-dedans il y a quelques électrons libres qui se promènent, vous le mettez sous tension, ces électrons accélèrent, ils détachent d'autres électrons, qui en détachent d'autres, qui en détachent d'autres, et hop, le tube s'allume. Et là, il y a une augmentation de la population d'électronique considérable. Puis après, quand on coupe la tension, tout ça s'éteint. Bon, là-dedans, on a donc un effet d'avalanche qui multiplie la population de ces électrons et l'intensité de la décharge. Et dans des machines comme Torsupra et le Jet, le facteur d'amplification est 10 000. Et un des problèmes les plus importants, c'est que l'estimation de ce coefficient d'amplification sur ITER sera 10 puissance 16. 10 000, c'est 1 avec 4 zéros, là c'est 1 avec 16 zéros. Donc des disruptions avec des coefficients d'amplification de 10 puissance 16, on n'a jamais vu, on ne sait pas ce que c'est. Et ces faisceaux d'électrons relativistes, comme ils ont des énergies de 10 à 30 mégaélectronvolts, ils ne déposent pas leur énergie à la surface, ils pénètrent à l'intérieur des matériaux, ils peuvent faire des dégâts considérables. Et tout ça, ça va être des expériences. C'est-à-dire que ITER va nous servir à expérimenter ça. Bon, alors... Donc, je reprends cette planche de la page 8 du papier de Lurden. Ça va être un peu long, mais il faut vraiment dire ces choses. Quelles sont les conséquences des disruptions non contrôlées sur un grand tokamak, hein? Bon, eh bien, mise hors service de la machine due à l'endommagement du blindage, hein, et à la déformation de l'envêtement, l'endommagement du blindage. Bon, ben, j'avais mis des photographies dans le papier que j'avais donné à Rivasi. On peut montrer ces photographies d'ailleurs. Il y a des photographies qui sont empruntées à Torsupra, d'autres qui sont empruntées au Jet, mais dans tous les tokamaks ça se produit. Donc à ce moment il y a des impacts,
Et puis, ma foi, ça fond le revêtement. Il y a des forces qui tordent des éléments. Là, vous avez une image qui montre une partie du revêtement de Torsupra qui était tordu comme un fétu. Hein. Et c'est là que dans la partie critique qui m'est consacrée, on dit, mais vous savez, ces pièces-là, on les change. Oui, on les change, c'est-à-dire que lorsqu'on a une disruption dans un petit tokamak, parce que Torsupra et même le jet, ce sont des petites machines par rapport à celles qu'on se propose de faire. Et quand on aura des choses de genre là dans des grosses machines, ça fera des dégâts épouvantables. Et vous savez une chose, par exemple, c'est quand on prend une machine comme ITER et les suivants, c'est des machines qui sont censées travailler après avec du tritium, avec un isotope radioactif. Donc quand on aura mis du tritium dans ITER, on ne pourra plus rentrer. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on sera obligé de manipuler avec un bras robotique. Alors là, vous avez une orgie de films, des images de synthèse. C'est formidable avec les images de synthèse. On montre la réussite virtuelle d'un projet virtuel, quoi. C'est fou. Donc à ce moment-là, vous avez la porte qui s'ouvre, le bras robotique qui arrive, qui soulève une pièce, qui va la changer, etc., etc. Bon, alors, si tout ça fonctionne et que c'est bien huilé, on veut bien, mais des forces de 15 000 tonnes, ça peut tordre des éléments au point qu'on n'arrive plus à les sortir. Et il y a même quelque chose que j'ai découvert dans le papier de Vurden, auquel je n'avais pas pensé. Il m'a dit, il dit simplement, qu'est-ce qui se passe quand on a une décharge de plusieurs millions d'ampères ou 10 millions d'ampères sur un ensemble de pièces. Et bien si cette pièce-là, vous verrez dans les vidéos que c'est monté au millimètre près. Donc à ce moment-là, si vous avez la décharge qui se positionne à la jonction, et bien ça fait une soudure électrique. Autrement dit, vous avez des pièces de 25 tonnes qui vont être soudées entre elles. Alors qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on a un bras robotique avec un bras qui scie. Enfin, vraiment, je veux dire que si Vanissek était là, qui lui est ingénieur, qui a le bon sens de l'homme, de la technologie, il dirait c'est pas possible, c'est une histoire de fou cette histoire-là. Bon, hein. Alors donc, Vurden signale la possible mise hors service, diminution de la durée de vie du blindage jusqu'à rupture. Bon, ensuite, on a donc des plaques qui constituent la première paroi, mais derrière, il y a un refroidissement par an. Et personne ne sait, puisque, par exemple, dans le système ITER, on aura une première paroi d'1 centimètre en beryllium. Alors d'abord, le beryllium, il faut savoir que c'est très toxique et c'est cancérigène. Donc si on a une disruption sur du beryllium, on va avoir la poussière de beryllium dans la machine. Et cette machine, elle n'est pas en circuit fermé. Au contraire, il y a un système de pompage qui passe son temps à pomper ce qui se trouve dedans. Alors on va pomper quoi? On va pomper de la poussière de beryllium toxique. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je veux dire, tout ça, je veux dire que c'est extraordinaire parce que quand on regarde ce projet, on a l'impression que les gens l'ont conçu comme s'il n'y aurait jamais eu moins de problèmes, quoi. Et de l'avis des spécialistes tokamak, des spécialistes fusion, là je voudrais faire une petite parenthèse parce que Jean Drey dit que j'y connais rien, etc. Bon, c'est vrai, comment est-ce que j'ai pu tout d'un coup débarquer à partir de mars-avril 2010 dans ce monde-là et acquérir des connaissances? J'ai été orienté très vite vers des spécialistes qui sont soit dans le projet, soit à côté, parce qu'ils sont dans des services autres. Et ces gens-là m'ont informé. Ils m'ont simplement dit, ne donnez pas notre nom, parce que si on connaît notre nom, on est mort, quoi, c'est tout. Je ne sais pas si vous voyez, c'est important, une chose comme ça, parce que des gens comme Rivasi m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Ils ne parlent pas parce que s'ils parlent, on leur enlève les crédits, c'est la mise au placard immédiate, quoi. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais où est le risque, puisque ces gens-là sont fonctionnaires, en général, qui ne peuvent pas être mis à la porte. Mais vous savez, même quand on est fonctionnaire, il y a des façons de traiter les gens, au point qu'on peut même... Moi, j'ai vu des cas où des gens ont été poussés au suicide, quoi. Quand vous prenez un type qui est directeur de labo, et il n'a pas parlé comme il fallait, il se retrouve entre 4 murs avec une feuille de papier et un crayon, soit on arrive à être théoricien, ce que j'ai fait, soit alors à ce moment-là, ils le vivent très mal, quoi, c'est tout, et ça se reporte éventuellement sur leur santé. Hein, bon. Alors, donc, dans ce que dit Vurden, eh bien, il y a, si on utilise du tritium, il y a éventuellement mélange du tritium avec l'eau de refroidissement. Alors, vous voyez, le tritium, c'est déjà pas très confortable. En plus, si on mélange à la flotte, qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop devenu radioactif. Hein, bon. Alors, planche numéro 9, il pose la question en disant quel est le moindre de ces mots, hein. Supposons qu'on puisse atténuer au maximum tout ça. Eh bien, les deux problèmes
clés les plus importants pour ce fonctionnement, ce sont les forces électromagnétiques qui peuvent vraiment tordre des choses. Et les tordre, il y a des gens qui vous diront, mais il n'y a aucun risque que l'enveloppe d'ITER se déchire. Peut-être, mais à l'intérieur d'ITER, vous avez un diverteur qui fait de cassettes. Ces cassettes, dans les petits diverteurs allemands, par exemple, c'est pas très grand, mais dans ITER, on tient debout dedans. Je veux dire qu'une cassette du diverteur d'ITER, c'est la pièce où nous sommes installés, quoi. Donc pour manipuler ça, il faut un bras robotique qui est assez costaud. Et si tout ça est tordu, si tout ça est soudé, c'est une panade pas possible. Et Vurden explique par exemple que dans le tokamak ordinaire, quand on a une pièce qui est endommagée, c'est 2 mois d'arrêt. Et là, à ce moment-là, si c'est pas 2 mois d'arrêt, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait si tout d'un coup, à l'intérieur, tout ça, c'est coincé? Donc, il y avait le problème des forces qui tordent les éléments. Ensuite, le deuxième point, c'est ce que j'ai évoqué, c'est la décharge d'électrons découplés. Et quand il y a cette décharge d'électrons découplés, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'intensité en question? Est-ce que c'est 1 ampère, 2 ampères, 10 ampères? Non, non, non. Ces décharges d'électrons relativistes, ça atteint une intensité qui est la même que celle du courant plasma. C'est-à-dire que quand on a un tokamak modeste qui fait des courants d'1,5 million d'ampères, eh bien lorsqu'il y a une décharge d'électrons découplés, c'est 1 million d'ampères, boum, carrément. Lorsqu'on aura une machine de 15 millions d'ampères, on évalue les décharges à 11 millions d'ampères. Et ces décharges-là, ça se concentre sur des surfaces qui sont données dans la thèse de Thorsten. Ça peut faire 10 cm de diamètre. Alors envoyer 10 millions d'ampères sur 10 cm de diamètre, sur une paroi en beryllium qui fond à 1280 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Il est probable qu'il y aura un trou. Hein. Bon, et Vurden, lui, parle d'expérience. Alors ici, vous avez une planche qu'on montrera juste, la planche 10, comme ça. Et dans cette planche, la flèche qui se trouve là, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est Vurden. C'est le coefficient d'amplification, justement, de ces élections découplées. Et à ce moment-là, si on fait un zoom sur cette partie-là, ben, on ne le voit peut-être pas très bien, mais pour donc une machine comme le jet, eh bien, on a un coefficient d'amplification qui est de l'ordre 10,4, mais vous l'avez pour le ITER, c'est 10 puissance 16. Donc là encore, une inconnue. Bon. Alors, ici, planche 11, Vurden dit concentrons-nous sur la plus grande menace, les électrons couplés dans les grands tokamaks. Et là, on ne peut pas dire ça ne se produira pas, parce que vous verrez cela dans son document, mais si après vous pourrez télécharger. Je crois qu'il faut mettre l'adresse de ce truc. De toute façon, il y a l'adresse de mon site, et dans mon site, vous avez des dossiers qui renvoient un petit peu à n'importe quoi. Donc là-dedans, vous avez la thèse de Cédric Rue. Dans la thèse de Cédric Rue, vous allez trouver tout ce qui est nécessaire. Vous avez en anglais la thèse de Andrew Thorsten qui contient également énormément de données là-dessus. Hein. Donc vous avez tous les chiffres qui correspondent à ces disruptions, etc. Et dans cette page 11 de Vurden, moi je la vois assez mal parce que c'est une impression couleur, des faisceaux d'électrons découplés dotés d'énergie allant de 10 à 20 mégaélectronvolts avec une intensité de plusieurs millions d'ampères ne seraient simplement pas tolérables et perforeront probablement catastrophiquement le fin revêtement de la paroi dès la première occurrence du phénomène. Hein, je répète, hein, la première fois qu'on aura un coup d'électrons découplés, on perforera la paroi. Donc là, il y a un avertissement. Et quel est le comportement, les conclusions de cette table ronde des scientifiques américains dans ce colloque? C'est il faudrait mettre en stand-by les gros tokamaks et puis essayer de résoudre le problème de disruption avant et pas après. Hein. Parce que une réponse que font les gens d'ITER, c'est on ira très progressivement. Mais alors si on y va très progressivement et qu'au lieu de mettre 15 millions d'ampères, on en met 1,5, c'est pas la peine, quoi. Disons que moi je pourrais faire une comparaison qui est la suivante. Moi je trouve qu'ITER c'est un avion à vapeur, quoi. Essayez d'imaginer que
adhèrent à décoller du sol de 5 cm sur quelques mètres. À ce moment-là, 35 pays décident de mettre des sommes considérables pour construire un avion à vapeur, pour créer une ligne aérienne qui traverse l'Atlantique. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui disent oui, mais la chaudière est assez instable. Ne vous inquiétez pas, on a les moyens et tout ça, on ira très doucement. Comment on ira très doucement? On va faire 10 ans de roulage. Avant de décoller, on n'est pas encore là. Hein. C'est-à-dire qu'on construit le tokamak, puis après on teste ceci, on teste cela. Et là, le discours qui est suspect, c'est le temps. Vous avez remarqué une chose, c'est que ces gens-là vous disent ça marchera quand ça marchera. On ne veut pas vous donner, on n'est pas à 10 ans près. Quoi. Et il y a un document dont je voudrais qu'on nous donne l'adresse sur mon site, hein, qui est le rapport du débat public qui a été organisé par ITER en 2006. Et ces débats publics, c'est un débat qui a été géré par des gens qui ne connaissaient rien à ITER, hein, et il y avait 7 personnes qui géraient ça, et c'était dirigé par un type qui s'appelle, je crois, Legrand, qui est architecte, et il a une phrase dans ce rapport, vous le trouverez, qui dit il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que les gens qui portent actuellement le projet ITER, ils seront probablement morts quand ça marchera. Et ce sont leurs descendants qui cueilleront les fruits. Alors il y a aussi une hypothèse, c'est que la descendance est peur à l'addition. Si tant est que le projet ne fonctionne jamais. Disons qu'actuellement, qu'est-ce qu'on a comme option? Il y avait l'option qui consistait, qui aurait été la sagesse, à tout arrêter. Ceci étant, si on arrêtait tout maintenant, il y aurait 3 milliards d'euros de dédits à payer par rapport au contrat qu'on a fait. Il y a des pays qui ont investi, qui ont créé des structures de production, etc. Ils ont joué le jeu d'ITER, hein, bien que l'autorisation préfectorale n'ait pas été délivrée pour la construction de la machine. Il y avait déjà 3 milliards d'euros de lancés. Donc, arrêter ITER maintenant, en novembre, décembre 2011, ça aurait coûté 3 milliards d'euros, au moins. Mais pas 15. Il y a quand même un facteur 5 entre les deux. Moi, je pense qu'il aurait mieux valu payer cette ardoise en disant qu'il vaut mieux arrêter les frais. Alors, je dis, mais c'est quand même extraordinaire. Comment est-ce qu'on a pu élaborer un projet aussi complexe, aussi coûteux, et tout d'un coup s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Eh bien, la raison est simple. Elle est donnée par les gens qui, eux, sont bien au courant de ces questions de plasma, de tokamak, de disruption. C'est qu'on a minimisé le danger des disruptions quand on a lancé le projet. Et ce projet, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a une quantité de compétences étalée extraordinaire. Il y a les chauffagistes, les gens qui chauffent le plasma. Et ceux qui chauffent le plasma, ce n'est pas les gens qui s'occupent des instabilités. Le gars qui s'occupe des instabilités, ce n'est pas le type qui s'occupe du champ magnétique, supraconducteur. L'autre, il ne connaît pas les hyperfréquences. Donc on a une espèce d'éventail comme ça de compétences. Ce n'est pas possible d'être un ingénieur qui soit spécialiste de tout. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a dans ce projet une tête? Est-ce qu'il y a un type qui peut dire moi, je suis le responsable scientifique d'ITER, adressez-vous à moi, je réponds à toutes les questions? Eh bien, vous allez découvrir une chose, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et M. Gendry n'est pas le responsable scientifique. Parce que s'il était responsable scientifique, il dirait « je viens et je réponds, et je fais face ». Et vous ne trouvez personne qui fasse face à ce genre de choses-là. Autrement dit, le projet ITER, c'est un corps sans tête. C'est-à-dire qu'il y a des bras, des jambes, mais il n'y a personne. Et il est significatif de voir, d'ailleurs, que le premier directeur d'ITER, c'était M. Ikeda, qui était un ancien diplomate. Comme m'a dit un jour un homme du nucléaire allemand, il était surtout doué pour faire tourner du champagne dans un verre. Maintenant, vous avez M. Motojima, on pourrait dire, mais peut-être que M. Motojima est la personne adéquate, je ne suis pas sûr. J'aimerais être sûr que si on mettait M. Motojima sur le grill en lui posant des questions, tout d'un coup, il ne perdrait pas les pédales. Je ne suis pas sûr qu'il domine le truc. Donc, autrement dit, ce projet-là, qui est-ce qu'il domine? Et il y a des choses qui ne collent pas. Par exemple, quand vous voyez des gens comme Gendry qui dit « Jean-Pierre Petit est un imbécile », quand vous lisez simplement la critique qui est publiée par le CEA, vous y trouvez des contre-vérités, des conneries. Et moi, je dis la chose suivante. J'accuse le CEA de malhonnêteté intellectuelle, je l'accuse de dissimulation et pire encore, d'incompétence. Il y a des incompétences là-dedans, je vous en montrerai la preuve plus tard. Donc ici,
Vurden continue en étudiant différentes effets des disruptions. Et là, vous avez une planche dont j'ai donné la traduction, dont voici la traduction française, qui est vraiment extraordinaire. D'abord, quand vous la regardez, vous avez l'échelle d'ITER. Ça, on n'a jamais trop vu ça. Vous avez vu le bonhomme à côté? Il est tout petit. Et à côté, ici, là, vous avez une cassette du diverteur. Ce diverteur, c'est la partie de la machine qui va prendre le plus les disruptions, etc., qui va plus le morfler. Donc, il est prévu de manipuler ces cassettes pour les changer. Et qu'est-ce qui se passe si ces cassettes sont soudées? Qu'est-ce qui se passe si elles sont tordues, si elles sont défaites? Bon, là, il y a une espèce de gigantisme qui pose problème, quoi. Si ça marchait tranquillement, ça irait. Mais quand on voit ce qui est prévu, c'est pas possible. Alors là, regardez cette planche, il y a un titre, je vous donne la traduction française, ITER sera-t-il le dernier tokamak à être construit? Qu'est-ce que ça veut dire une phrase comme ça? Ça veut dire, si on construit ITER et que c'est un échec, à ce moment-là, cet échec rejaillira sur toute l'entreprise mondiale d'exploitation de l'énergie de fusion pour faire l'électricité. Et quand on dit ce sera un échec, bon, il peut y avoir des dangers, il peut y avoir une catastrophe. Quand je dis une catastrophe, ce mot-là, c'est pas moi qui le prononce. Je l'ai trouvé par exemple dans la thèse d'Andrew Thornton, et il écrit page 14, on va regarder, voilà cette page 14, hein, et à ce moment-là, vous avez la phrase suivante en anglais, bon, ben à ce moment-là, traduisons-la, les conséquences des disruptions sur les futurs tokamaks causeront severe damage, des dommages sérieux. Hein. Et c'est ce que dit également Cédric Reude dans sa conclusion, son introduction. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand il y avait une disruption, d'ailleurs, Vurden, qui lui a participé à ces travaux expérimentaux pendant des années, qu'est-ce que ça fait un gros boom, comme il dit, ça fait vraiment un coup de canon, quoi. Et puis alors après, ben, on ouvre l'engin, puis on balaye les morceaux, on remplace la pièce qui est cassée, etc. Et comme dit Reux, et Thornton dit la même chose, jusqu'ici, les dommages sur les tokamaks actuels qui sont tout petits à côté d'ITER, bon, c'était tolérable, c'était gérable. Bon, maintenant, Andrew Thornton dit que les disruptions dans les futurs tokamaks, donc dans ITER, causeront des dommages sérieux. Et la phrase suivante, c'est « Et pour les tokamaks de puissance, c'est-à-dire les suivants, it will be catastrophic ». Ce serait une catastrophe. Vous voyez ce que c'est le mot catastrophe? C'est pas rien, c'est pas que l'appareil sera mis hors d'état de fonctionnement pendant 6 mois ou 1 an ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il peut y avoir perforation de l'enceinte, il peut y avoir évacuation de produits toxiques, etc. Donc c'est pas possible d'envisager de continuer vers cette voie qui nous mène à des tokamaks en tant que générateur d'électricité tant qu'on n'a pas résolu les problèmes. Ça va pas, quoi. Hein. Alors, donc, Vurden écrit « ITER sera-t-il le dernier tokamak à être construit hein ?» Et il dit ce sera le dernier tokamak s'il ne résout pas le problème, si sa véritable mission n'est pas atteinte. Et sa mission, ça n'est pas d'étudier un fonctionnement de thérium-tritium avec une production d'énergie supérieure à ce qu'on injecte. Il écrit en rouge, la véritable mission d'ITER est d'étudier avec succès le contrôle du plasma, les interactions avec les parois, avec les courants toroïdaux de 15 millions d'ampères, le stockage d'énergie de 10 à 100, 400 mégajoules pendant des expériences de longue durée. Autrement dit, avant de commencer à dire on a produit ceci, on a produit cela, il faudrait d'abord que ça ne nous explose pas à la gueule, quoi. Est-ce qu'on va réussir à contrôler hein? Et le mot qui revient sans cesse, arriverons-nous à contrôler ce plasma? Or, le projet ITER, tel qu'il est présenté médiatiquement, il ne vous a jamais évoqué le fait que le processus ne soit pas contrôlé. Hein. Mais je pense que les gens qui font partie du service de communication d'ITER ne sont même pas au courant. Disons qu'ils sont un peu une sorte auto-intoxiqués, ils racontent, ils ont un rôle, on leur a écrit leur texte,
et puis ils le disent comme des gens de théâtre, quoi, c'est ça. Et je veux dire que si vous allez actuellement à Cadarache, vous savez qu'il y a des visites qui sont organisées avec sans doute de très jolies hôtesses qui vous amènent en disant ici il y aura ça, ici il y aura ça, etc. Et puis, qu'est-ce que ces guitares? Certes, un soleil dans une bouteille. Et à ce moment, si quelqu'un lève la main en disant qu'est-ce que c'est qu'une disruption, la fille sera complètement paumée, quoi. Elle n'est pas programmée pour discuter sur des sujets de ce genre, quoi, hein. Alors, ici, bon, ma foi, page 16, Jourdain dit quelles sont les principales différences qui existent entre les tokamaks d'aujourd'hui et ITER, hein. Bon, bah, ce sera le besoin de résister à des grandes pertes d'énergie. On va se retrouver avec 400-500 mégajoules qui vont se décharger sur la paroi. Et qu'est-ce que vont devenir les tuiles de revêtement? Il y a une sorte de contradiction, parce que si on veut que ça fonctionne longtemps, il faut que ces tuiles soient refroidies. Et à côté de ça, il faut qu'elles tiennent le coup. Donc s'il faut qu'elles soient refroidies, il faut qu'elles soient relativement minces pour qu'on puisse mettre des tubulures derrière avec de l'eau. Mais par contre, si on veut qu'elles résistent, il faut qu'elles soient épaisses. Donc il y a des contradictions, hein. Bon, ensuite, il dit que le document d'ITER spécifie que la première couche de blindage, ce sera du beryllium sur 10 mm. Mais il dit le beryllium fondra sous l'action du flux d'électrons découplés, avec une distribution exponentielle considérable. Bon, ensuite, il ajoute aussi, il y a un problème, c'est qu'il est possible qu'il y ait des disruptions qui ne correspondent pas aux prévisions, hein. Et dans un texte que je crois que c'est dans la réponse qui est fournie, le CEA écrit de toute manière, il n'existe pas d'assurance absolue. Est-ce que vous vous rendez compte de chose pareille? Alors, une façon de dire, il n'y a pas de risque zéro. C'est certain que le risque que l'appartement où nous trouvions actuellement soit détruit par un tremblement de terre est très faible, mais peut-être qu'il n'est pas nul. Mais si on construit une machine comme ça, on connaît déjà des risques et on sait que ces risques-là sont possibles, il y a une certaine irresponsabilité de dire, bah, vous savez, on ne peut pas vous garantir que ça ne va pas vous sauter à la gueule, quoi, hein. Bon. Alors ici, dans la page 17, Jourdain évoque la manipulation des éléments de revêtement, hein. Et la première paroi d'ITER sera faite de 440 modules qui vont peser entre 400 kg et 500 kg. Il y aura des connexions pour un refroidissement par eau. Un bras robot sera chargé de remplacer ces éléments, hein. Donc il faudra enlever des écrous, il faudra déconnecter des parties de refroidissement par eau, hein, etc. Alors, le temps de remplacement minimum estimé pour un seul segment est de 2 mois, hein. Ce temps ne prend pas en compte le temps nécessaire pour trouver une fuite d'eau. Donc là-dedans, il y a un problème de plomberie, de fragilité. Bon, dans la page suivante, simplement, c'est la page 18 que vous voyez là. Que se passe-t-il quand on met trop d'énergie dans un matériau trop rapidement, hein, ou dans 2 matériaux différents collés ensemble? Ben, au-delà d'un certain point, ça explose, hein. Et la phrase qu'il donne, c'est il a travaillé sur le tokamak TFTR et il parle de disruption majeure et il dit sur TFTR, une disruption majeure se met comme une petite explosion de bombe. Hein. Et alors, question, les tuiles, les éléments de revêtement de TFTR ont-elles déjà explosé? La réponse est oui. Donc il y a des explosions. Et dans le document de Jourdain, il y a une vidéo, malheureusement comme on avait le PDF, il faudrait que je lui écrive pour essayer d'avoir cette vidéo. Nous, on a eu des photos que j'ai évoquées plus tôt, on peut même montrer cette photographie qui correspond à l'impact d'électrons découplés dans Torsupra. Bon, ben, là, on voit que c'est une belle gerbe de particules et de lumière. Les Américains, eux, ils ont fait un film, hein. Donc, ce que Jourdain montre, puisqu'à un moment il met vidéo, c'est qu'on voit tout le processus, et à ce moment-là, c'est l'explosion de la plaque de blindage, quoi, hein. Bon. Ensuite, il parle de statistiques de destruction. Ces statistiques ne sont pas négligeables. Ici, on retrouve des images sur les dommages dans les disruptions. S'il s'agit de la page 22, vous voyez que page 22, qui est là, Jourdain a repris l'image que j'ai mise dans le document que j'ai remis à Rivasi. On voit effectivement une partie du jet qui a été frappé par des électrons couplés, et on voit que ça fait fondre. Maintenant, il a d'autres images qui viennent d'un autre tokamak.
Et là, je pense que ce sera intéressant de les montrer aussi. C'est inspection interne en juin 2008 d'Alcator qui travaille en mode C d'Alcator. Donc c'est un tokamak, et puis il s'agit de juin 2008. Donc c'est pas des choses qui datent de 95, quoi. Il n'y a pas 10 ans que c'est des trucs récents. Donc les fonctionnements au quotidien du tokamak, c'est la page 23. Alors, regardez ces photos, vous avez des endroits qui ont morflé, il n'y a pas de problème, ça dégage. Bon, alors là, page 25. Alors, un truc, ensuite on arrive à une partie qui est le contrôle des disruptions. Alors, est-ce qu'on peut contrôler ces trucs-là? D'abord, il faudrait savoir à quoi c'est dû. Et là, dans le discours de Lionel, on retrouve exactement ce qui est mis dans la thèse de Reul et ce qu'on trouve partout. Hein. C'est-à-dire, je crois que le mieux, c'est de montrer la planche de la page 27. Et cette planche de la page 27, elle est empruntée à un article qui a été présenté dans un colloque à Garching en mars 1995, et un monsieur qui s'appelle Schueller, qui a d'ailleurs publié ça dans Plasma Physics, a fait une espèce d'organigramme complètement surréaliste sur les différentes causes des disruptions. Alors, moi, je compte les cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, vas-y. Donc, ici, il y a la combinaison de 26 causes possibles, chacune pouvant se combiner avec les autres. L'organigramme est très compliqué. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que si on regarde dans cette planche 27, il y a une case qui s'appelle UFO. UFO. Et si vous regardez la même chose dans le site du CEA, ça s'appelle OVNI. Alors, c'est curieux, c'est vrai que des gens pourraient bien, est-ce que le CEA s'intéresse aux OVNI? Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un OVNI? Eh bien, dans mon site, il y a une planche qui est empruntée à un document que le CEA présente dans son site, et qui s'appelle une journée ordinaire sur Torsupra. Donc une journée ordinaire sur Torsupra, c'est maintenant, c'est pas il y a 10 ans. Hein. Donc vous avez un type qui raconte une journée d'expérimental sur Torsupra. Et vraiment, c'est oh là là, ça disrupte, oh là là, il va se passer ici. Et vous avez cette phrase, et là je pense qu'il faut la montrer, il faut faire un zoom, c'est de la haute voltige. Donc vous voyez qu'en 2011, le travail expérimental sur Torsupra, c'est de la haute voltige. Et c'est une petite machine. Alors qu'est-ce que ça deviendra si on fait de la haute voltige sur ITER? On peut se poser la question. Alors qu'est-ce que c'est que ces ovnis? C'est des morceaux de la paroi qui sont arrachés. Et là, vous avez une photo prise par la caméra où on voit ces traînées, ces traces comme ça, qui sont des morceaux arrachés à la paroi. Vous voyez tout ce qui peut se produire dans un truc. C'est incroyable. Ensuite, bon, quand on revient à la page 26, moi je trouve c'est bien de centrer ça autour du discours de M. Vionden de Los Alamos, qui correspond à ce colloque du mois de septembre à Princeton, parce que si Philippe Gendry dit que c'est de la connerie, alors moi je ne comprends plus rien. On est tous une bande de cons. Quoi. Disons que là-dedans, il y a un nombre considérable de gens dans tous les pays qui mériteraient un traitement psychiatrique, une assistance psychologique, parce qu'ils n'ont pas compris que tout ça c'était bidon. Alors là, ben, vous avez les causes de disruption, limite de densité, mode résonant, invasion d'impureté, défauts techniques, etc. Et même, il y a en dernière ligne, page 28, zoom là-dessus, vous avez un truc qui s'appelle mystère, et en anglais c'est mystery. Et c'est 20% des disruptions du jet. Hein. Donc, en 91 et 1,4% en 2011. Donc, il y a un pourcentage non nul de disruptions qui sont sans signe avant-coureur, et on ne sait pas pourquoi ça s'est produit. C'est grave, un truc. Ça vous montre à quel point on ne maîtrise pas ce phénomène. Hein. Bon. Alors, ici, bah, on arrive un peu à la fin de sa propre présentation. Page 28, il est essentiel de résoudre le problème des disruptions sur les tokamaks. Nous devons insister sur un examen prioritaire du problème des disruptions. Dans les 15 dernières années de recherche, de combien avons-nous réduit la probabilité d'une disruption dans les tokamaks d'un facteur 3? Et dans les 15 prochaines années, qu'est-ce qu'on pourra faire? Hein? Bon, donc, il insiste en disant il faut résoudre ce problème avant. Et écrit en lettres de couleur rouge,
nous devons démontrer un contrôle effectif des plasmas à haute énergie des tokamaks avant ITER. C'est là qu'il y a le before ITER. Je relis ça. Nous devons faire la démonstration, démontrer. Nous devons faire la démonstration que nous contrôlons les plasmas à haute énergie des tokamaks avant ITER, avant de construire ITER ou avant de l'essayer. Donc on voit qu'il n'y a pas que les problèmes liés à la résistance de la paroi face au débordement neutronique, il n'y a pas que le problème de son abrasion, il y a aussi ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à me mettre dans ce sujet-là au début de l'été, j'ai commencé dans l'ordre. C'est vrai que un prix Nobel japonais, dont je ne me souviens jamais du nom, mais Robin le mettra en bas, a dit on ne sait pas grand-chose de ces neutrons à 14 MeV, et la fusion, ça produit des neutrons, et ces neutrons sont 7 fois plus énergétiques que les neutrons de fission. Et quand on prend ces neutrons émis par les réactions nucléaires, qu'est-ce qu'ils ont comme effet? Ben, par exemple, prenez une cuve d'un réacteur nucléaire. On se dit, ça fait 30 ans qu'elles sont en fonctionnement, est-ce qu'on va les prolonger? Pourquoi? C'est curieux, on a un truc aussi épais, pourquoi tout d'un coup on est inquiet pour sa solidité? Mais parce que lorsque il y a des neutrons de fission qui sont émis, ils créent des transmutations dans le métal, et vous avez beaucoup de transmutations qui donnent de l'hélium. Et l'hélium, c'est un truc qui a une propriété, c'est qu'il se lie avec rien. Donc si vous transformez un atome de fer, un atome de chrome, un atome de n'importe quoi en hélium, bah à ce moment c'est comme s'il y avait un trou. Alors un trou, ça va, 2 trous, ça va, comme on pourrait dire 3 trous, bonjour les dégâts, quoi. Un trou, ça va. Donc au bout d'un certain nombre d'années de fonctionnement, votre structure métallique, elle est parasitée par des fissures, et sa résistance mécanique est beaucoup descendue. Alors, pour les réacteurs à eau pressurisée, ben, ils sont à 155 bars. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr que tout ça fonctionne? Maintenant, pour ce qui est des machines comme ITER et ses suivants, qu'est-ce que vont faire ces neutrons de 14 MeV sur une paroi en beryllium? Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben, il y a une chose qui aurait été évidente, c'est de commencer à tester les matériaux avant de lancer le projet, quoi. Alors, là, je vais donner une précision avant de poursuivre justement dans ce PDF de Vurden. Lorsque les tokamaks ont été construits, une chose paraissait complètement logique, c'est de dire bah, on va utiliser du carbone comme revêtement. C'est très bien, le carbone, ça se sublime à 2500 degrés. C'est-à-dire qu'à 2500 degrés, la paroi se transforme en vapeur, ça émet le carbone. Donc, 2500 degrés, c'est quand même une température assez forte, même s'il y a 150 millions au centre, on devrait pouvoir arriver à tenir le coup. Et puis là, bah, on a découvert des choses tout à fait désagréables. D'abord, il y avait une abrasion de la paroi des plaques de carbone par des chocs liés aux ions. Puis il y avait aussi une photoabrasion, ce qui fait que l'intérieur de la chambre se peuplait non pas de fragments de carbone, mais d'atomes de carbone. Et ces atomes de carbone, eh bien, ils avaient un comportement très très désagréable, c'est qu'ils adoraient l'hydrogène, ils formaient des carbures. Alors les carbures, ça peut être n'importe quoi, CH2, CH4, etc. Bon. Et ces carbures, ben, après, ils se redéposent. Alors on a des plaques à base de carbone, ces plaques s'abrasent, et après on a des carbures qui se déposent. Et le carbure, eh bien, c'est pas bon conducteur de chaleur. Comme justement le rôle de ces plaques, c'est d'absorber la chaleur, elles se retrouvent recouverte d'isolant. Et là encore, n'est pas le pire. C'est que en faisant ces composants hydrogénés, carbures, donc des molécules de carbone et d'hydrogène, ben c'est que le carbone, il ne choisit pas. Hein. Soit il a de l'hydrogène, H1, soit il y a du deutérium, soit du tritium. Et on fait très bien du carbure de deutérium et on fait du carbure de tritium. Alors le carbure de deutérium, à la fois, c'est pas grave, de même que l'eau H2O avec l'eau lourde, par exemple, vous pouvez boire de l'eau lourde, il n'y a rien d'extraordinaire, mais par contre le tritium, c'est radioactif. Donc à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'avec ce système-là, le carbone donnait naissance à des carbures, et si à ce moment-là, le mélange, c'est du tritium, il y aura une quantité incroyable de carbure de tritium, y compris dans les parois. Ça va augmenter de manière considérable les déchets.
parce qu'à ce moment-là, toute la chambre devra changer tous les X temps, et on est arrivé à un abandon de la paroi en carbone. Il est relativement récent, je veux dire que je pense que ça date de quelques années seulement, à un moment, si vous lisez encore, je ne sais plus dans quel document ça se trouve, il y en a eu tellement, je crois que c'est dans une conférence que faisait Marbach, quand il dit par exemple que le choix de la première paroi pose encore problème, ça doit dater de 2007. Quoi. Bon, maintenant, on a pris du beryllium, et le beryllium, c'est pas de la tarte. Le beryllium, ça fond à 1250 degrés, c'est pas 2500. Et maintenant, si on pose la question, comment se comporte le beryllium face à un flux de neutrons de 14 mètres, réponse, on n'en sait rien. Alors, effectivement, là, il y a eu le projet IFMIF. Le projet IFMIF, ça veut dire International Material Fusion Irradiation Facility. C'est-à-dire, c'est un projet international pour créer une installation qui permette de tester les matériaux à l'irradiation liée à la fusion. Et cette installation, eh bien, ça consiste à avoir un accélérateur de particules qui accélère des deutons, c'est-à-dire des ions de deutérium, et puis avec ces ions de deutérium, on frappe un film de lithium, et à ce moment-là, on produit en quantité importante des neutrons de 14 MeV. Bon. Et à ce moment-là, on dit, si on construit cette installation, on aura un flux de 14 MeV, et ça permettra de tester les matériaux pendant une durée indéfinie, 6 mois, 1 an, tout ce qu'on veut. Mais cette installation, elle n'a jamais été construite, elle devait être faite au Japon, et suite à ce qui est arrivé à Fukushima, il y a peu de chances que les Japonais donnent suite. Et même j'ai une lettre de Bigot où il dit qu'avant de construire cette installation, il faut faire une préinstallation pour savoir si c'est faisable. Donc autrement dit, on est dans une situation où d'abord, il faut faire une maquette pour savoir si l'installation test est faisable. Et après, avec cette installation test, on pourra tester ITER. Alors, quand on arrive à une situation comme ça, c'est du Pierre Dac, franchement, c'est surréaliste. Hein, vraiment, c'est un peu comme si on disait, je construis un avion avec des ailes, et une énorme machine et tout ça, est-ce que vous êtes sûr que les ailes vont résister? Il serait peut-être intéressant d'étudier la résistance mécanique des ailes. Ben oui, mais disons qu'on le saura si l'avion décolle. S'il perd ses ailes, c'est que c'était pas bon. Et finalement, la réponse de tout le monde, y compris de Motojima, c'est l'instrument test, c'est ITER. C'est-à-dire que si ça merde, c'était pas bon, c'est tout, c'est génial. Et même ce que m'a dit Philippe Gendry au téléphone, si ITER ne marche pas, on fera les stellators. Il a même la réponse sur ce qu'on fera dans 50 ans. Quand lui sera. J'ai dit, vous avez 56 ans, vous serez mort, vous n'avez rien. Et en fait, ITER, c'est après moi le déluge. Hein. C'est fantastique, les gens diront, dans X décennies, comment vous pouvez raisonner à l'échelle de 3 ou 4 décennies alors que vous avez 10 ou 20 années de durée de vie, Moi, j'ai 74 ans, dans 10 ans, j'en aurai 84. Est-ce que je serais sûr de ne pas être complètement gaga, C'est inimaginable. Et il y avait beaucoup de gens qui sont... Les gens qui poussent ce projet ITER sont tous en moyenne 60 ans, Donc, quand l'appareil arrivera à monter en pleine puissance, ils seront déjà dans un asile de vieux, Ils auront déjà 80 ans. C'est incroyable. C'est vraiment un projet troisième âge, hein. C'est-à-dire que c'est une bande de vieux qui poussent un projet en disant... Nos petits-enfants se démerderont avec, et c'est eux qui en cueilleront les fruits. Hein. Bon, alors, vous voyez donc que Verden recommande la mise en œuvre des matériels existants. Nous devons donc démontrer le contrôle effectif des plasmas. Ce contrôle, il n'est pas démontré du tout. Hein. Et un programme intégré de contrôle et d'instruction multi-machines, centré sur la compréhension et l'ingénierie, sur à la fois la prévention, c'est-à-dire l'évitement actif et le contrôle, et l'atténuation des conséquences des disruptions, doit être engagé. Nous pouvons utiliser les machines existantes pour la création d'une base de données techniques de contrôle et de nouvelles machines et des machines en cours d'achèvement pour des impulsions plus longues. Donc vous voyez que la recommandation, c'est de dire stand-by. Hein, c'est vrai que si on prend ça à la lettre, ça veut dire ITER, ça ne tient pas debout. Hein, et il faut commencer par résoudre le problème de disruption. Il faut le résoudre sur des machines de petite taille. C'est comme de dire,
on va lancer cet avion à vapeur, êtes-vous certain que les ailes vont tenir? Bien, on verra bien. Êtes-vous certain que le moteur va pas vous exploser la gueule? Bien, on verra bien. Êtes-vous certain qu'il va réussir à décoller? On verra bien. Il n'y a pas un aléa, il y en a 10, quoi. C'est quand même fabuleux, comme truc. Alors, maintenant, les thèses de doctorat de Cédric Reux et de l'anglais Thornton portent-elles sur l'atténuation des disruptions? Donc, à ce moment-là, on se dit, ma foi, si ces trucs-là, ça se produit, est-ce qu'on ne peut pas atténuer leur effet, contrôler, quoi. Il y a le contrôle actif et puis le contrôle passif, quoi. C'est un petit peu la lance à incendie du pompier qui dit ça peut brûler, mais est-ce que je peux éteindre l'incendie? Et lorsque j'ai commencé à soulever ces questions-là, vers le mois de septembre, le CEA a installé le 24 octobre 2011 sur son site une page, coup d'œil sur cette page, qui s'appelle Zoom sur les disruptions. Vous allez sur leur site. Et quand vous allez sur Zoom sur disruption, vous arrivez sur une page où il y a une belle photo. Et sur cette belle photo, vous voyez une photo qui est prise dans Torsupra. Et il s'agit d'un dispositif d'atténuation de disruption qui est mis en œuvre. Alors, première remarque, comment est-ce qu'on fait pour contrôler une disruption? Cette disruption, il y a des tas de paramètres qui vont prendre des valeurs pas du tout sympathiques. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous êtes face à votre chaudière, vous avez une lance à incendie, vous allez tout noyer. Alors, dans un tokamak, on n'envoie pas de la flotte, on envoie de l'hélium. Hein, et à ce moment-là, on envoie de l'hélium, pas un petit peu, on envoie 10 fois le contenu de la chambre. C'est-à-dire qu'on a une cartouche, et on envoie l'hélium dedans. Et à ce moment-là, l'hélium crée une perte radiative qui fait qu'on éteint le plasma. Et si on fait une chose comme ça, c'est pas un petit contrôle tranquille, ça veut dire, bon, on arrête tout. Autrement dit, le chauffeur d'un tokamak, c'est un type qui est face à une chaudière, et puis il a des indicateurs, et il a une lance à incendie, et si ça va pas, hop, il ouvre et il voit tout. Hein. C'est là qu'à ce moment-là, on arrive à des choses très intéressantes, et c'était déjà dans la thèse de Reux, c'est dans la thèse de tous les gens, tout le monde le sait. Et Verdel le rappelle, ces disruptions se produisent dans un temps extrêmement faible. C'est de l'ordre, et c'est inférieur au millième de seconde. Et ça, c'est le type même des instabilités de plasma. Les plasmas, moi j'ai travaillé dessus, j'ai été théoricien, expérimentateur, j'ai une certaine expérience, j'ai même réussi des manips assez jolies, alors déplaise à M. Gendry qui ne connaît pas du tout ma carrière. Et les plasmas, quand ça se met instable, ça va à une vitesse folle, un truc comme ça. Et en plus, ça intéresse l'ensemble du process. Donc, on est face à un phénomène qui se développe en moins d'un millième de seconde. À ce moment-là, la question, c'est est-ce qu'on est en état de mesurer des paramètres de façon à sentir quand ça va se produire, les signes avant-coureurs. Donc là-dedans, vous trouvez dans les thèses, dans les articles, des choses sur l'étude de ces signes avant-coureurs. Puis il y a aussi les disruptions qui n'ont pas de signes avant-coureurs. C'est embêtant. C'est mystery, c'est des produits, et là, on ne sait pas pourquoi. Quelquefois, on sait un petit peu pourquoi. Mais quand on sait pourquoi, en fait, on a des théories. Il y en a qui disent ça part du bord, donc ça part du centre. Enfin, c'est extrêmement empirique, un truc comme ça. Et la question, c'est quand vous devez injecter du gaz dans une chambre, eh bien, est-ce que vous pouvez le faire en moins d'un millième de seconde? C'est-à-dire, dès que vous sentez le premier frétrillement de ce truc-là, est-ce que ça pourra se produire? Bon, il faut ouvrir une vanne, il faut injecter du gaz, et puis le gaz, c'est de la mécanique des fluides. Hein. Quand vous injectez cet hélium, ça va vous prendre plusieurs millisecondes. On ne peut pas descendre, on ne peut pas injecter ce truc-là en quelques microsecondes, c'est pas possible. Donc, quelle est la solution utilisée? Et ça, c'est merveilleux. Par ces gens, vous le lirez dans la thèse de Reux, il l'écrit. C'est un garçon, finalement, qui a fait un travail, je trouve, très intéressant et avec une distance vis-à-vis du sujet qui est pas mal, parce qu'il se rend très bien compte de ce qu'il fait. D'ailleurs, à la fin, si vous lisez sa thèse, vous pouvez la télécharger, regardez, voilà l'adresse de téléchargement de la thèse de Reux. Hein, bon. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder les petites remarques qu'il fait à la fin de chaque chapitre. Et comment dire, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Disons que j'ai pas voulu jusqu'ici évoquer tout ça,
Ce garçon, d'ailleurs, il y est pour rien, quoi. Il a fait un excellent travail. Puis maintenant, ma foi, il est en Angleterre et il doit être prié de se taire, quoi. Je sais qu'au moment de la réunion qu'on devait avoir avec Rivasi, il avait été dit que le CEA ne voulait absolument pas que je rencontre Heureux. Mais c'est pas parce que j'aurais eu raison de lui. J'aurais simplement dit, vous avez fait un excellent travail, le voilà, quoi, c'est tout. Donc, Heureux, à un moment dans sa thèse, et je crois qu'on trouvera le passage et on pourra l'éclairer, la phrase en question, il dit, je ne sais plus exactement dans quel terme, de toute manière, ces essais, on appelle ça de mitigation, mitigation, c'est le mot anglais, et ça paraît un peu un anglicisme, mais en fait j'ai regardé mitigé, ça existe dans le dictionnaire Larousse. Et qu'est-ce que c'est que mitigé, c'est atténué. Effectivement, quand vous avez un robinet eau chaude, eau froide, pour votre baignoire, il y a un mitigeur. Et le mitigeur, ça veut simplement dire que vous mitigez votre eau chaude avec de l'eau froide pour ne pas vous brûler. Et quand vous manœuvrez pour mettre un peu plus d'eau froide, vous mitigez. Bon, là-dedans, c'est pareil, on mitige. Donc, on fait ces essais de mitigation, mais on les fait sur un plasma sain. C'est-à-dire qu'on les fait sur un plasma qui n'est pas dans un état disruptif. Et personne ne se hasarde à mettre un tokamak dans une situation naturelle de disruption pour intervenir. Autrement dit, je pourrais résumer ça avec la phrase suivante. On essaie un extincteur sur un non-incendie. Moi, si j'étais sur un plateau de télévision, je prendrais une allumette et un verre d'eau. Je dirais, voilà, vous voyez, je mets ce verre d'eau sur cette allumette. S'il avait été allumé, je l'aurais éteinte. Alors on peut dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose, c'est que les disruptions, il y a une multitude de causes, dont en particulier une fuite. Et une fuite, comme la chambre du tokamak est de basse pression, c'est quelque chose qui rentre. Donc autrement dit, quand vous injectez votre hélium, ça crée une disruption. Donc autrement dit, vous créez la disruption avec votre système, puis après vous l'atténuez. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose d'opérationnel. Ce qui serait opérationnel, ce serait de pouvoir subir quelque chose qui se produit, mais malheureusement, à ce moment-là, on a des instruments de mesure, et là, vous le direz dans les thèses, il y en a qui ont des temps de réponse de plusieurs millisecondes, et à ce moment-là, c'est beaucoup trop long. Donc on n'est pas en état de diagnostiquer l'apparition de la disruption et de réagir pour la contrer, quoi. Donc franchement, et alors dans un des textes du CEA, il y en a tellement, je crois que c'est la réponse faite à mes travaux, vous trouvez l'expression encourageant. C'est-à-dire qu'il y a des résultats encourageants. C'est inquiétant quand on voit une chose comme ça. Quand on voit actuellement, bon, on ne sait pas faire, mais on a quand même quelques éléments qui nous permettent d'avoir confiance dans le fait qu'on trouvera quelque chose. Alors vous voyez, on a Motojima, quand on lui dit, mais est-ce que vous croyez que la paroi va tenir au flux de neutrons? Il répond, vous savez, il faut croire qu'on trouvera un matériau qui tiendra. Donc déjà, il y a une espèce de foi dans le fait qu'on va résoudre ce problème. Et partout, c'est pareil. Donc là, ça revient à dire, pour le moment, nous ne savons pas contrôler les disruptions et les atténuer, mais nous avons quelques expériences qui montrent que nous pouvons avoir bon espoir d'y arriver. Alors, est-ce que, si Sven Ishek était là, il sauterait sur son fauteuil, est-ce qu'on lance un projet à 15 milliards d'euros qui en fera un jour 50, avec une quantité de problèmes où on se dit qu'on a bon espoir de trouver des solutions? C'est pas raisonnable. Je crois que le mot clé, c'est que ça n'est pas raisonnable. Et la conclusion de Vurdet, c'est vraiment, il faudrait, étudier tous ces trucs-là, avec les machines actuelles. Par exemple, page 31, il met « Augmentons massivement le temps d'étude des disruptions sur les machines actuelles. » Vous trouvez un système de contrôle, etc. Alors là, maintenant, il y a une page, la page 32, on peut l'avoir en anglais, mais en français. Sur la page 32, vous voyez, lisez bien, parce que ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Quel est le meilleur endroit pour étudier les disruptions dans les tokamaks? Pas ITER, not ITER. Autrement dit, le dernier endroit où étudier les destructions, c'est ITER. Pourquoi? Parce que ITER, c'est trop dangereux, il y aurait trop de casse, ça coûterait trop cher, c'est pas possible. Donc là, c'est comment essayer de voir si on peut voler avec un avion, pas sur ce machin-là, parce que quand on tirera le manche, si ça se casse la gueule, c'est pas possible. Hein, voilà. Donc, maintenant,
diagnostiquer les disruptions. Là encore, l'idée comme quoi c'est pas facile. Hein, et puis, la dernière page de sa communication, dans les 5 à 10 prochaines années, nous devons étudier les machines existantes ou celles en cours d'achèvement pour étudier ce truc-là. Résumé, la clé est dans le contrôle fiable des plasmas à haute énergie des tokamaks. C'est même pas dans la tenue de la paroi. Hein. On n'est même pas au stade de se dire est-ce que la paroi va tenir. On n'est même pas au stade de se dire est-ce qu'on va réussir à fabriquer le tritium avec du lithium. Avant même ce truc-là, est-ce que le plasma est contrôlé, il est stable. C'est pas évident, quoi. Hein. Bon. Alors, phrase en rouge, et là on conclura, non seulement les disruptions peuvent causer des dommages sérieux au tokamak, mais notre manque de contrôle des disruptions porte atteinte à la crédibilité de nos futurs réacteurs de fusion de type tokamak et à celle de l'énergie de fusion en général. Non seulement les disruptions peuvent poser des dommages sérieux au tokamak, mais notre manque de contrôle des disruptions porte atteinte à la crédibilité. Autrement dit, nous sommes en train de lancer un projet ITER qui n'a pas de crédibilité scientifique et technique. C'est écrit noir sur blanc, ou alors il faut que Jourdain me rejoigne dans mon hôpital psychiatrique, où M. Philippe Landry nous aura mis tous les deux. Alors, voilà.